pour éviter que sa fille de 7 ans ne soit contrainte au travail. Cette mère s'est jetée dans une rivière glacée, espérant ainsi provoquer une fausse couche. La famille n'avait tout simplement pas les moyens d'élever un autre enfant. L'eau glacée de la rivière était non seulement nocive pour le fœtus, mais également dangereuse pour la future mère. À cette époque, qui aurait pris un tel risque de son plein gré, à moins d'être poussé au désespoir? De voir sa mère ainsi souffrante terrifia Oshin. Elle a couru vers le village pour demander de l'aide aux adultes. Heureusement, les secours sont arrivés rapidement, évitant ainsi la tragédie. C'est ainsi que Oshin, âgée de 7 ans, a goûté à la pauvreté pour la première fois de sa vie. Elle comprit que la pauvreté ne se résumait pas à la faim, mais qu'elle englobait également la séparation et la perte. Ce jour-là, Oshin, bien que n'ayant que 7 ans, parut soudain grandir. Elle a dit à sa mère qu'elle allait travailler. Sa mère a fermement refusé de la laisser travailler, mais Oshin assura à sa mère qu'elle serait en sécurité. Le lendemain, l'entremetteuse livra un sac de riz. C'était là le salaire d'une année entière de travail pour Oshin. Bien que la fillette de 7 ans ait accepté de travailler, elle le fit à contre-cœur. Mais lorsqu'elle se vit vendue pour un sac de riz, elle décida silencieusement de quitter la maison le lendemain en souriant. Car ni les pleurs ni les cris ne pouvaient changer son destin. C'était la première fois qu'Oshin comprenait vraiment cette vérité. Ce jour-là, sa mère prépara pour la première fois un vrai repas de riz blanc pour toute la famille, en utilisant le riz obtenu en échange d'Oshin. À ses côtés, son père grognait, préoccupé par la nécessité de faire durer les provisions. Il suggéra d'échanger le riz contre des haricots moins chers, qui dureraient plus longtemps. Fuji rétorqua que ce riz avait été gagné par leur fille qui avait travaillé pendant un an. Puis, elle lui ordonna de se souvenir, ce bol de riz blanc, c'était le fruit du labeur d'Oshin. La veille du départ d'Oshin, la famille mangea enfin du riz blanc ensemble, comme pour célébrer le nouvel an. Mais chacun savait que ce bol de riz représentait le poids des épreuves indicibles qu'Oshin allait endurer. Fuji modifia sa propre robe de mariée pour confectionner une nouvelle tenue à sa fille. Les larmes aux yeux, elle dit à Oshin qu'elle devait désormais compter sur elle-même. Elle la pressa de revenir à la maison si les souffrances devenaient insupportables. Cette douleur, commune à tant de parents à travers le monde, marqua Oshin à jamais. Les paroles d'adieu de sa mère marquèrent Oshin à jamais et lui servirent de guide pour le reste de sa vie. Tôt le lendemain matin, l'assistant du marchand de bois vint chercher Oshin. Avant de partir, sa grand-mère glissa 5 cents dans la main d'Oshin, soit toutes ses économies. Selon la coutume, le père aurait dû louer une embarcation pour accompagner sa fille en personne jusqu'à son lieu de travail. Mais comme l'assistant du marchand de bois transportait du bois en aval, Oshin n'avait d'autre choix que de voyager en radeau. Cela permit également d'économiser le coût de la location d'un bateau. Sa grand-mère offrit à Oshin l'imperméable en paille de la famille. Oshin refusa gentiment la gentillesse de sa grand-mère, car c'était le seul qu'ils avaient. Le prendre laisserait sa mère sans imperméable. Quittant ses parents pour la première fois, Oshin était rempli d'angoisse. Après tout, elle n'avait que 7 ans. Oshin appela sa mère en pleurant, la voix brisée par le chagrin. De son côté, la mère, serrant les dents pour contenir son propre désespoir, la regarda s'éloigner sans un mot. Fuji ne supportait pas ce départ, mais elle était impuissante à retenir sa fille. Cette agonie de la séparation glaça le cœur de la mère comme l'eau d'une rivière en hiver. Une fois hors de la vue de sa mère, Oshin se calma rapidement. Elle accepta son sort, sachant que les larmes ne serviraient à rien. Mais lorsqu'elle vit son père venir lui dire au revoir, son cœur s'émut. C'était son père qui souffrait le plus. La famille avait à peine compris son père auparavant. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Oshin entrevit véritablement son cœur. Pour le prix d'un sac de riz, Oshin fut ainsi vendu. Tous les métayers connaissaient alors le même sort. Sans emprunter cette voie, il était impossible de survivre. Ce n'était pas le sort de familles isolées, mais la tragédie de toute une époque. Arrivé au parc à bois par radeau, Oshin eut le mal de mer et perdit connaissance. Quand elle se réveilla, elle était allongée dans une petite pièce ressemblant à un entrepôt. Séparée de ses parents pour la première fois de sa vie, une panique inexplicable s'empara d'elle. Peu après, Sun, la servante du parc à bois, vint chercher Oshin pour l'emmener rencontrer le maître de maison. Sun travaillait ici depuis que la maîtresse de maison avait épousé le maître, soit depuis 20 ans. Elle s'occupait de toutes les tâches ménagères. Voyant qu'Oshin n'avait que 7 ans, la maîtresse de maison estima qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'enfants. Elle suggéra donc de renvoyer Oshin chez ses parents. Pour la petite fille, être renvoyée était synonyme de honte et d'échec. Une charge supplémentaire pour sa famille déjà si pauvre. Pour épargner cette épreuve à ses parents, elle assura à la maîtresse qu'elle pouvait accomplir n'importe quelle tâche. Voyant la détermination d'Oshin, la maîtresse fit une exception et la garda. Cependant, Sun dit à Oshin qu'elle devait travailler comme si elle avait 9 ans. Le travail d'Oshin consistait à s'occuper des enfants. Voyant à quel point Oshin aimait les enfants, la maîtresse se sentit rassurée. La chambre d'Oshin était un minuscule espace de rangement. Ayant manqué l'heure du repas, Oshin n'avait d'autre choix que de manger les boulettes de riz que sa mère lui avait préparées. C'était la première fois de sa vie qu'Oshin passait la nuit seul loin de chez elle. La solitude et l'obscurité l'accablaient. Sa maison et sa mère lui manquaient. Pendant ce temps, sa mère s'inquiétait également pour sa fille. Rongée par le remords de ne pas avoir donné d'argent à Oshin pour louer un bateau, elle redoutait que quelque chose de grave n'arrive à sa fille. Son père, bien que silencieux, était tout aussi inquiet. Sa grand-mère priait elle aussi en silence pour Oshin. C'est ainsi qu'Oshin passa sa première nuit dans la solitude. Sun la réveilla à 5 heures du matin. Les tâches d'Oshin étaient multiples, garder l'enfant, mais aussi préparer le petit déjeuner des ouvriers. Une découverte l'attrista, même ici.
On ne mangeait que du riz au radis. La journée d'Oshin était bien remplie. Après avoir préparé le petit déjeuner de Tsun, elle devait d'abord balayer les sols. Tsun traitait Oshin comme si elle n'était pas une enfant. Enfin, l'heure du repas arriva. Mais lorsqu'Oshin souleva le bakari, elle se figea de stupeur. Sa tâche pendant la journée consistait à s'occuper du nourrisson. Le bébé représentait un poids insupportable pour Oshin. Dès qu'elle s'asseyait, l'enfant se mettait à pleurer, l'obligeant à marcher toute la journée. Avant midi, ses jambes lâchaient. Après avoir couché le bébé, elle avait à peine le temps de reprendre son souffle avant de devoir laver les couches. L'eau de la rivière était glaciale, d'un froid pénétrant. Mais Oshin serrait les dents, sachant qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle quoi qu'il arrive. Elle devait endurer. Le soir venu, Oshin devait encore chauffer l'eau du bain pour tout le monde. À la fin de sa première journée, Oshin était complètement épuisé. Pendant ce temps, sa mère s'inquiétait également pour elle. Oshin n'avait pas prévu que le travail à la boutique serait si pénible. Elle avait toujours rêvé d'aller à l'école. En regardant les enfants se diriger vers l'école, Oshin se surprit à les suivre inconsciemment. N'ayant jamais vu un instituteur auparavant, elle se cacha derrière une fenêtre pour observer. Incapable de résister, elle se mit à lire avec l'instituteur. À ce moment-là, l'instituteur aperçut Oshin. Face aux questions de l'instituteur, Oshin le supplia de ne rien dire aux commerçants, promettant de ne plus jamais écouter aux portes. Pendant ce temps, la Syrie était plongée dans le chaos. La maîtresse, craignant qu'Oshin ne soit tombé dans la rivière, envoya tous les employés à sa recherche. Lorsque les employés virent Oshin revenir, ils ne purent s'empêcher de retenir leur souffle. Anxieux, bien que tous deux soient revenus sains et saufs, Tsun réprimanda sévèrement Oshin. La maîtresse ne put s'empêcher d'éprouver de la pitié. Elle pensait qu'Oshin n'était encore qu'une enfant. Chaque fois qu'Oshin lavait des vêtements au bord de la rivière, elle entendait souvent les chants des bateliers. Dans les moments difficiles, ce sont ces chants qui ont encouragé Oshin, à tel point que tout au long de sa vie, chaque fois qu'elle se souvenait de ces chants, elle se sentait intrépide. Ce soir-là, Asahi Sensei, de l'école, vint à la boutique pour trouver le maître. En voyant arriver le professeur Asahi, Oshin craignit que les événements de la journée ne soient révélés au maître. Pour Oshin, une enfant indigne d'être scolarisée, commettre le grave péché d'assister à un cours était impensable. Après avoir pris connaissance de la situation, le maître s'excusa auprès du professeur Asahi et promit qu'Oshin n'irait plus à l'école. Mais le professeur Asahi n'était pas venu pour réprimander. Au contraire, il chercha à persuader le maître d'envoyer Oshin étudier. La femme du maître avait des réserves, car Oshin avait été engagée comme ouvrière. Si elle allait à l'école, il n'y aurait personne pour s'occuper des enfants. Pour lever la dernière réticence du maître, l'instituteur Asahi proposa un compromis. Oshin pourrait emmener le bébé avec elle en classe. Face à cette solution, le maître ne put que donner son accord. Oshin, qui n'était absolument pas au courant, ressentit un léger malaise dans son cœur. Elle n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses rêves les plus fous, que le maître avait déjà accepté de l'envoyer à l'école. L'idée d'aller à l'école remplissait Oshin d'une telle joie qu'elle avait envie de partager la nouvelle avec le monde entier. La nouvelle de la scolarisation d'Oshin déplaisait fortement à Tsun. Elle pensait qu'Oshin cherchait simplement une excuse pour se soustraire à ses obligations. Mais le maître avait déjà donné son accord, et il était difficile de revenir en arrière. Pour dissuader Oshin de poursuivre ses études, Tsun lui retira son déjeuner. Mais Oshin ne faiblit pas. Elle se dit que ne pas déjeuner n'était pas une épreuve insurmontable. De telles broutilles ne la feraient pas reculer. Oshin réalisa enfin son souhait de devenir élève de première année. Le professeur installa une natte au fond de la classe pour qu'Oshin puisse changer les couches du bébé. Mais l'odeur nauséabonde répugnait aux autres élèves. Oshin ne pouvait que se précipiter dehors pour changer les couches du bébé. Pour aider Oshin à rattraper son retard, Mademoiselle Asahi lui donnait des cours particuliers après l'école. Oshin chérissait chaque minute et étudiait avec assiduité. Pourtant, le temps entre l'école et le dîner lui semblait interminable. Sans déjeuner, elle était parfois prise de vertige. D'innombrables fois, elle se tenait devant le magasin, serrant dans sa main les 5 cents que sa grand-mère lui avait donnés. Mais à chaque fois, Oshin se contentait de les regarder, incapable de se résoudre à les dépenser. Lorsque la faim devenait insupportable, elle se tenait au bord de la rivière, récitant à haute voix l'alphabet que son professeur lui avait enseigné, avant même qu'elle ne s'en rende compte. Un mois s'était écoulé. Non seulement le professeur Asahi fournissait à Oshin des manuels scolaires, des ardoises et du matériel d'écriture, mais il faisait également tout son possible pour lui préparer son déjeuner. Cette rivière était reliée à la maison où résidait sa mère, et Oshin éprouvait une profonde affection pour ses eaux claires et vives. Ainsi, chaque fois qu'elle lavait des vêtements au bord de la rivière, elle parlait à sa mère à voix basse. Oshin racontait à sa mère comment Asahi prenait soin d'elle, et lui exprimait sa profonde gratitude pour tout ce qu'il avait fait. Mais cette idylle ne dura pas. La scolarité d'Oshin prit fin brutalement. Les pleurs de l'enfant dérangeaient les autres élèves. Un élève finit par perdre patience. La défense d'Oshin par le professeur ne fit qu'attiser l'hostilité des autres. Le meneur battit Oshin sauvagement, et la menaça que si elle osait revenir à l'école, il s'en prendrait au bébé qu'elle portait sur son dos. Oshin dit à la maîtresse de maison qu'elle n'irait plus jamais à l'école. Tsun semblait avoir le sentiment d'avoir remporté la victoire finale. Oshin rendit les manuels que le professeur Asahi lui avait prêtés. En partant, elle s'inclina respectueusement devant le bureau du professeur. Yoashi, de la Syrie, remontait le courant pour libérer les radeaux de bois et passa près de la maison d'Oshin. Oshin aurait tant voulu rentrer avec Yoashi, mais c'était impossible. Elle décida donc d'écrire une lettre à sa mère. Cette nuit-là, à la faible lueur de la lune,
Oshin rédigea une lettre à sa mère en utilisant les lettres qu'elle venait d'apprendre. Lorsque sa mère vit la lettre d'Oshin, elle fut submergée par l'émotion. Personne dans la famille ne savait lire. Personne ne savait ce qu'Oshin avait écrit dans sa lettre. La mère voulait désespérément connaître la situation d'Oshin, mais elle était impuissante à le découvrir. Heureusement, Yueshi avait fréquenté l'école pendant 1 an. Fuji, comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage, appela son mari et son deuxième fils pour qu'ils viennent écouter. Elle réveilla même sa grand-mère, dont les rhumatismes s'étaient aggravés. Oshin ne partagea que les bonnes nouvelles, disant que son employeur était une personne gentille et qu'elle mangeait à sa faim tous les jours. Sachant qu'Oshin était bien nourri, les inquiétudes de longue date de la mère s'apaisèrent enfin. Sa grand-mère se joignit à l'excitation générale. Fuji, elle aussi, ne partagea que les bonnes nouvelles. Elle demanda à Yueshi de transmettre un message à Oshin. Depuis qu'elle était partie travailler, la vie à la maison s'était considérablement améliorée. Tout le monde pouvait désormais manger à sa faim. Sa grand-mère renchérit en disant que ses rhumatismes avaient disparu. Apprenant que toute sa famille allait bien, Oshin put enfin se détendre. Mais Yueshi comprenait clairement les pensées de chacun. Il réconforta Oshin en lui promettant qu'une fois qu'il aurait maîtrisé son métier et gagné un revenu, il l'aiderait certainement. Mais Oshin déclina son offre. À ce moment-là, plusieurs soldats arrivèrent à la Syrie. Yueshi apprit à Oshin que ses policiers militaires étaient à la recherche de déserteurs. Peu après, la fête des récoltes d'automne arriva. Mais Oshin ne ressentait aucune joie festive. Après les récoltes, l'hiver s'installa rapidement. La neige recouvrit à nouveau le paysage. Oshin exhorta sa mère à tenir bon jusqu'au dégel, moment où elle rentrerait à la maison. Ainsi, pour Oshin, cet hiver fut marqué à la fois par un froid glacial et un espoir discret. Mais une tempête se préparait. Tsun découvrit qu'il manquait 50 cents dans son porte-monnaie et soupçonna Oshin d'être la coupable. La maîtresse de maison la pressa de laisser tomber. Oshin travaillait si diligemment que même si elle avait pris l'argent, il n'y avait pas lieu de s'acharner. Mais Tsun insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas des 50 cents, mais d'une question de principe. Elle a donc insisté pour fouiller Oshin, bien que rempli de ressentiment. Oshin n'a pu que se plier aux exigences de Tsun. Le résultat était prévisible. Tsun a découvert la pièce cachée dans l'amulette d'Oshin. Ainsi, la balance était égale, mais au prix d'une terrible injustice. Oshin ne pouvait pas se défendre, car il s'agissait de l'argent précieux de sa grand-mère, trop précieux pour être dépensé. Combien de fois avait-elle enduré la faim plutôt que de s'en séparer? Le cœur d'Oshin était donc rempli de remords. 5 cents, une somme dérisoire, mais qui renfermait tout l'amour de sa grand-mère. L'eau glacée de la rivière, Oshin pouvait la supporter, mais l'injustice d'une fausse accusation, elle, lui déchirait l'âme, alors qu'elle endurait l'humiliation. Lavant des vêtements dans la rivière glaciale, Tsun trouvait encore à redire à chacun de ses gestes. Une soudaine vague de colère s'empara du cœur d'Oshin. Elle ne retournerait jamais à cet endroit. Si elle suivait cette rivière en amont, elle pourrait retrouver le chemin de la maison de sa grand-mère et de sa mère. Elle courut désespérément à travers le vent et la neige, animée uniquement par le désir de rentrer rapidement chez elle. Mais bientôt, épuisée, elle s'effondra sur la neige immaculée. La neige tourbillonnante recouvrit rapidement le petit corps d'Oshin. À son réveil, elle se retrouva allongée dans une petite cabane en bois. Il s'avéra que des chasseurs de montagne l'avaient sauvée. Oshin ne savait rien de ces deux hommes qui vivaient reclus dans la montagne et ne comptaient que l'un sur l'autre. Pourtant, elle remarqua que le plus jeune, malgré sa barbe et son air sévère, avait un regard étonnamment doux, bien qu'Oshin n'ait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. Un étrange sentiment de sécurité s'installa dans son cœur. Le jeune homme s'appelait Shota, un déserteur. Les deux fils du vieil homme avaient péri sur le champ de bataille. Cette guerre absurde avait rempli son cœur d'amertume. Il traitait Shota, qui avait survécu, comme son propre fils. Les deux vivaient isolés, à l'abri dans les montagnes. L'arrivée d'Oshin remplit le vieil homme d'effroi, car si leur cachette était découverte, la police militaire viendrait sûrement. Mais lorsque Shota se prépara à escorter Oshin en bas de la montagne, Oshin refusa de partir sous aucun prétexte. Si elle rentrait chez elle maintenant, son père la renverrait sûrement à la Syrie. Et la Syrie était un endroit où elle ne pourrait jamais retourner. Elle pouvait supporter la fausse accusation de vol de Tsun. Mais le vol de l'argent précieux de sa grand-mère était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais pardonner. Shota éprouvait une profonde compassion pour Oshin, qui partageait son sort. Il décida donc de la garder. La vie dans les montagnes était inconnue pour Oshin. Tout autour d'elle lui semblait nouveau et frais. Les jours passaient sans qu'elle ne s'en rende vraiment compte. Le souvenir de sa maison, de la Syrie, de toutes ses peines, commença à s'estomper. Mais l'expression sévère qui traversait parfois le visage de Shota troublait profondément Oshin. Elle se demandait s'ils avaient fini par ne plus l'aimer. Cela replongea Oshin dans le désir de retrouver sa famille. Jusqu'au jour où les vieilles blessures de Shota se réveillèrent et où il eut une forte fièvre. Paniqué, Oshin appela le vieil homme. En voyant les cicatrices sur le corps de Shota, Oshin comprit l'origine de ses souffrances, la guerre. Une balle, surtout, était encore enfouie dans sa chair. À 7 ans à peine, Oshin toucha du doigt, pour la première fois, la cruauté absolue de la guerre. Cette nuit-là, Oshin travailla sans relâche jusqu'à l'aube. Elle ramassa de la neige, fit bouillir de l'eau et fit tout ce qu'elle pouvait pour faire baisser la fièvre de Shota. Oshin travailla ainsi jusqu'à l'aube. Lorsque Shota reprit enfin conscience, pour aider Shota à reprendre des forces, Oshin prépara du porridge de riz pour le vieil homme, et prit même l'initiative de laver les vêtements sales de Shota. La diligence d'Oshin finit par changer leurs perceptions respectives. Apprenant le souhait d'Oshin d'aller à l'école,
Shota décida de lui apprendre à lire une fois qu'il serait rétabli. Oshin n'en croyait pas ses oreilles. Shota, d'ordinaire sévère, avait enfin accepté sa demande. La promesse de Shota remplit Oshin d'une immense joie. Le jour même où Oshin s'enfuit, on découvrit où se trouvait la pièce de 50 centimes que Tsun avait perdue. Il s'avéra que l'employeur, qui avait un besoin urgent d'argent, avait pris les 50 centimes dans le portefeuille de Tsun. Avant qu'il n'ait pu s'expliquer, Oshin devint le bouc émissaire. 20 jours plus tard, lorsque l'intermédiaire arriva à la scierie, il apprit qu'Oshin s'était enfui, sans le moindre remords. Tsun exigea de l'entremetteur qu'il aille chez les parents d'Oshin réclamer le sac de riz. Pour elle, une servante qui fuyait pour si peu n'était qu'une incapable. Avant de partir, Tsun remit toutefois la pièce de 5 cents à l'agent afin qu'il la rende à Oshin. En arrivant chez Oshin, l'agent apprit qu'elle n'était toujours pas revenue. Ni son père ni sa mère ne pouvaient croire qu'Oshin ait pu faire une telle chose. L'agent donna la pièce à Fuji. En regardant la pièce, Fuji était complètement perplexe. Mais lorsque la grand-mère la vit, un mauvais pressentiment s'empara soudainement d'elle. Oshin se consacra entièrement à prendre soin de Shota, qui était malade. Son cœur pur et sa bonté naturelle touchèrent Shota en plein cœur. Après avoir recouvré la santé, Shota commença à apprendre à lire à Oshin. Oshin apprenait avec une soif insatiable. L'enseignement sincère de Shota lui procurait une grande joie. Mais ce qui lui plaisait encore plus, c'était la chaleur humaine de Shota. Ces mois passés à la montagne comptèrent parmi les plus heureux de la vie d'Oshin. Shota apprit non seulement à Oshin à lire, mais lui enseigna également beaucoup de choses qui n'étaient pas enseignées à l'école. Le lendemain, le vieil homme utilisa le riz gluant qu'il avait échangé pour faire des gâteaux de riz pour Oshin. Aux yeux d'Oshin, Shota était capable de tout, mais il ne savait rien de la fabrication des gâteaux de riz. Ces tâches n'étaient toutefois pas étrangères à Oshin, qui avait grandi en les voyant accomplir. Ce jour-là, Oshin se sentit vraiment heureuse. Pour la première fois de sa vie, elle avait vécu une journée aussi épanouissante. Ici, non seulement elle avait assez à manger, mais elle apprenait aussi de nombreuses leçons de vie. Ce qui touchait le plus Oshin, c'était de rencontrer des gens chaleureux. Tant que l'on a le cœur riche, même les épreuves peuvent apporter du bonheur. À l'âge tendre de 7 ans, le jeune cœur d'Oshin avait déjà compris cette vérité. En guise de cadeau du nouvel an, le vieil homme lui confectionna une nouvelle robe. Le seul regret était que le printemps approchait. Ils allaient alors devoir se séparer d'Oshin. Oshin fredonna le poème que Shota lui avait appris, pensant inconsciemment à sa maison et à sa mère. À ce moment précis, sa mère s'inquiétait également pour sa fille. Depuis la visite de l'entremetteuse, elle n'avait plus aucune nouvelle d'Oshin. Fuji pensait qu'Oshin avait dû périr depuis longtemps. Elle prit donc secrètement 1 litre de riz chez elle pour faire une tablette commémorative pour Oshin. Son mari, qui s'était toujours inquiété de ne pas avoir assez à manger, se mit en colère. Il battit et réprimanda Fuji. 1 litre de riz représentait une petite fortune pour lui. Cela pouvait nourrir la famille pendant longtemps. De plus, on ne savait toujours pas si Oshin était morte ou vivante. Mais Fuji resta déterminée, prête à tout pour Oshin, même si cela signifiait se priver de nourriture. Saku chérissait vraiment cette mesure de riz, et son amour pour Oshin était sincère. Bien sûr, il espérait que sa fille était encore en vie, mais ne voulant pas laisser sa famille voir sa vulnérabilité, il se cacha dehors, seul, pleurant en solitaire. Son fils lui rappela alors: tout le monde dans le village est en train de piler des gâteaux de riz. Quand allons-nous commencer? Pour le bien d'Oshin, Sakus décida de ne pas piler de gâteaux de riz cette année-là. Mais ce que le père n'aurait jamais pu imaginer, c'est que Shota, caché au fond des montagnes, préparait pour Oshin une fête du Nouvel An qui resterait inoubliable pour le reste de sa vie. Submergé de joie, le vieil homme se mit à chanter la chanson des bateliers de la rivière Mogami. C'était la mélodie qu'Oshin entendait souvent lorsqu'elle lavait le linge au bord de la rivière. Chaque fois qu'elle l'entendait, son cœur se serrait terriblement et elle avait envie de rentrer chez elle. Mais malgré tout son désir de rentrer chez elle, elle savait qu'elle ne pouvait absolument pas le faire maintenant. Ce jour de Nouvel An, les paroles profondément significatives de Shota inculquèrent à Oshin une vision correcte de la vie dès son plus jeune âge. Oshin ne comprenait pas vraiment la sagesse que Shota lui transmettait, même si elle ne comprenait pas encore ce qu'était l'amour. Oshin décida secrètement de devenir une personne capable d'aimer les autres. La lumière du soleil pénétrait à travers les montagnes enneigées, annonçant sans le savoir l'arrivée du printemps. Oshin savait que le moment était venu de se séparer du vieil homme et de Shota. Pour lui dire au revoir, le vieil homme partit pêcher quelques poissons dans la rivière. Mais même au début du printemps, les sentiers escarpés de la montagne restaient recouverts d'une épaisse couche de neige. En chemin, le vieil homme glissa et se tordit la cheville. Shota décida d'accompagner Oshin lui-même dans sa descente de la montagne. Bien que cela comportât des risques, le rétablissement du vieil homme prendrait au moins plusieurs jours supplémentaires. Avant de descendre, Shota joua un morceau pour Oshin sur son harmonica. Bien qu'Oshin ne connût pas le nom de l'objet que Shota tenait entre ses mains, c'était le plus beau son qu'elle eût jamais entendu. Shota expliqua à Oshin qu'il s'agissait d'un harmonica, qu'il avait emporté avec lui au front lorsqu'il s'était enrôlé. Il renfermait beaucoup de ses propres souvenirs, des souvenirs qui lui causaient une douleur insupportable. Shota donna donc l'harmonica à Oshin. C'était le deuxième cadeau le plus précieux de la vie d'Oshin, après la pièce de 5 centimes que lui avait donnée sa grand-mère. Shota conduisit Oshin en bas de la montagne. Mais juste au moment où ils atteignaient le pied de la colline, ils rencontrèrent une patrouille de la police militaire qui fouillait la zone. Après avoir échappé à la patrouille, Oshin exhorta Shota à faire demi-tour. Shota insista pour raccompagner Oshin au village. Mais cette obstination, cette volonté de la raccompagner jusqu'au bout,
lui fut fatale. Oshin ne comprenait pas pourquoi ils avaient tué Shota. La mort de Shota remplit Oshin de rage. Son caractère obstiné et sa lucidité laissèrent la police militaire complètement désemparée. Finalement, ils ne purent qu'envoyer quelqu'un pour la raccompagner chez elle. Mais Oshin insista pour rentrer seul. Lorsqu'Oshin revint dans cette maison familière, son cœur se remplit de chaleur. Shi n'en croyait pas ses yeux lorsqu'il vit sa sœur. Il se précipita dans la maison et annonça frénétiquement à sa famille le retour d'Oshin. Mais son père la gifla sans hésiter. Fuji se précipita pour plaider en faveur de sa fille. S'accuse, pauvre et colérique, considérait la fuite d'Oshin comme une honte. Si elle ne pouvait pas supporter les difficultés du travail, elle n'était pas digne d'être sa fille. Oshin, complètement déconcerté par cette issue, ramassa son baluchon et se retourna silencieusement pour partir. C'est ainsi qu'Oshin s'assit seul dans le grenier, attendant le pardon de son père. La scène de la mort de Shota ne cessait de se rejouer dans son esprit. Son cœur était rempli de questions. Pourquoi ces gens avaient-ils tué son frère? Fuji apporta une couette et un oreiller à sa fille. Elle lui expliqua que son père ne la laisserait pas entrer dans la maison immédiatement. Il voulait qu'elle s'excuse avant de la laisser entrer. Sa mère apporta son propre repas à Oshin. Sa grand-mère apporta le sien également. C'est ainsi qu'Oshin passa sa première nuit à la maison dans l'entrepôt. Une fois que tout le monde fut endormi, S'accuse ne put plus contenir ses sentiments. Il se rendit sur la pointe des pieds à l'entrepôt pour voir Oshin. En fin de compte, c'était la pauvreté qui l'avait endurci. Sans la pauvreté, s'il n'avait pas dû travailler dur simplement pour nourrir sa famille, n'aurait-il pas été un bon père? Le lendemain, après que tout le monde soit parti travailler au champ, grand-mère réveilla Oshin, même s'il n'avait jamais assez à manger à la maison. Oshin se sentait en sécurité, mais ce bonheur ne dura pas longtemps. Son père et sa mère revinrent paniqués. La nouvelle s'était déjà répandue dans tout le village. Oshin avait été vu avec Shota et emmené par la police militaire. Oshin défendit désespérément Shota. Furieux, son père la frappa et la réprimanda. Son petit corps fut projeté contre le mur, la laissant inconsciente. Sa grand-mère et sa mère protégèrent farouchement Oshin. Que cet homme fût un déserteur ou non, une chose était sûre, il avait sauvé la vie d'Oshin. Face à cette vérité, S'accuse ne pouvait rien dire de plus. À son réveil, Oshin endura sa douleur et fit ce qu'elle pouvait pour aider sa mère dans les tâches ménagères. Mais les enfants du village étaient agités. Ils nourrissaient de l'hostilité envers Oshin et venaient même chez elle pour l'insulter. Oshin pouvait supporter que les autres calomnient Shota, mais les paroles de Shi la blessaient profondément. Caché dans le grenier, Oshin jouait de l'harmonica que Shota lui avait donné. À ce moment-là, une silhouette s'approcha, attirée par le son. C'était le vieil homme qui vivait avec Shota dans la montagne. Son arrivée dévoila le mystère qui troublait Oshin depuis longtemps. Il était venu spécialement pour lui dire que Shota était un soldat courageux. Il n'avait pas déserté par peur de la mort, mais parce qu'il était las de cette guerre absurde. Ainsi, avant même que ses blessures ne soient guéries, il s'était enfui de l'hôpital de campagne et était rentré chez lui. Concernant la mort de Shota, le vieil homme réconforta Oshin en lui disant de ne pas se blâmer trop sévèrement, car même si Shota avait survécu, chaque jour aurait été une vie de tourment. Les âmes de ceux qui périssaient sur le champ de bataille le hantaient, le privant de paix. La mort, en vérité, était une libération. À ce moment-là, Oshin se souvint des paroles que Shota avait prononcées avant son dernier souffle. L'arrivée du vieil homme ne fit que renforcer la conviction d'Oshin que son grand frère était un homme bon. Désormais, quoi qu'en disent les autres, elle ne douterait plus jamais de cette conviction. Avant de partir, le vieil homme avertit Oshin, beaucoup d'autres chagrins et épreuves t'attendent. Ne baisse jamais la tête, sois comme le bambou sous la neige, qui supporte son poids avec résilience. Deviens forte et vis encore de nombreuses années pour Shota, qui est mort trop tôt. À travers le destin brisé de Shota, Oshin découvrit la vraie nature de la guerre, sa cruauté insensée. Haru était ravie de voir sa sœur si désireuse d'apprendre. Elle donna à Oshin ses économies secrètes pour qu'elle s'achète une ardoise et un stylet. Le lendemain, Oshin utilisa l'argent que Haru lui avait donné pour acheter l'ardoise et le stylet. Elle se cacha dans le grenier pour écrire une lettre à son frère décédé. Shota, sans s'en rendre compte, elle oublia de préparer le dîner. Sa grand-mère prit toute la responsabilité, disant qu'elle avait négligé de le rappeler à Oshin. Peu importe la dureté des paroles de son frère, Oshin n'y prêta aucune attention. Pour la simple satisfaction de posséder une ardoise et un stylet, elle pouvait tout endurer. Les métayers dépendaient entièrement du ciel pour leur récolte. Les jours de pluie signifiaient une perte totale des récoltes. S'accuse s'inquiétait beaucoup pour le rendement de cette année. Sa colère déborda particulièrement lorsqu'il aperçut Oshin en train d'écrire dans le grenier. Il exigea de savoir qui lui avait donné l'argent pour acheter ces objets. Fuji exhorta son mari à laisser tomber. Oshin s'occupe des enfants et fait tout le travail à la maison. Laisse-la faire quelque chose qui lui plaît. S'accuse, bien que bouillant de colère, ne put que se résigner. Fuji dit à sa fille de ne pas être triste. La récolte de riz avait été mauvaise et son père était profondément inquiet. Voyant combien de caractères Oshin savait écrire, Fuji était également très satisfaite. Elle se sentait terriblement coupable de ne pas pouvoir envoyer Oshin à l'école. Mais Oshin réconforta sa mère, insistant sur le fait qu'elle pouvait apprendre sans aller à l'école. Oshin comprenait qu'une mauvaise récolte de riz aggraverait leur situation. Alors, tout le monde, ses jeunes frères et sœurs comme sa grand-mère âgée, souffriraient de la faim, face à l'absence de solution viable. S'accuse, qui s'était depuis longtemps résigné à son sort de métayer, se réveilla enfin. S'accuse, le père, annonça sa décision, partir avec la deuxième vague d'émigrants pour le Brésil. À cette nouvelle, Fuji, la mère,
fut la première à protester. Elle insista pour qu'ils ne laissent pas leur grand-mère derrière eux, mais qu'ils partent tous ensemble. La grand-mère dit qu'à son âge, elle n'avait aucune envie de quitter sa patrie. De plus, elle ne serait qu'un fardeau si elle partait. Tant que tout le monde pouvait bien vivre, elle serait satisfaite. Cela avait été son souhait toute sa vie. Pour ne plus être un poids, la grand-mère prit une décision radicale, mettre fin à ses jours. Alertée à temps par ses petites sœurs, Oshin la rattrapa au bord de la rivière. Au péril de sa vie, la petite fille grimpa sur la falaise et la ramena de justesse. Cette épreuve ne fit que renforcer la détermination de Fuji à rester. Elle jura de rester aux côtés de sa grand-mère et de prendre soin d'elle jusqu'à la fin. Cet incident fit prendre conscience à Oshin de la misère que la pauvreté infligeait aux gens. Avec de l'argent, sa grand-mère et sa mère n'auraient jamais eu à subir de telles épreuves. Cette vérité marqua Oshin de manière indélébile. À partir de ce jour, Sakuse ne parla plus jamais de partir au Brésil. Au contraire, il décida que Fuji devait chercher du travail ailleurs. Quant au bébé encore emmailloté, un seul destin l'attendait. En regardant la marieuse emmener sa sœur, Oshin, âgé de 8 ans, ne pouvait rien faire. Le lendemain, Fuji quitta la maison seul. En plus de s'occuper de sa sœur et de sa grand-mère, Oshin assumait toutes les tâches ménagères. Lorsque le village organisa une plantation d'arbres à flanc de montagne, chaque foyer devait envoyer une personne. Son père et son frère étant occupés par les travaux agricoles, cette tâche revint à Oshin. Bien que pénible, la plantation d'arbres était considérée comme un service public. Pour éviter les moqueries, Oshin redoubla d'efforts. Cet hiver-là, Oshin trouva un nouvel emploi. On lui proposa un nouveau contrat, 2 ans de travail comme nourrice, contre 5 sacs de riz. Elle repartait donc, une fois de plus, être vendue pour du riz. Sa grand-mère était réticente à l'idée de voir Oshin repartir travailler, mais Oshin était déterminé à partir. 5 sacs de riz permettraient à sa grand-mère de manger à sa faim. De plus, depuis l'incident avec son frère Shota, personne ne voulait lui offrir de travail. Maintenant qu'elle avait enfin trouvé un emploi, elle était impatiente de le commencer. Avant de partir travailler, Oshin souhaitait voir sa mère, mais son père refusa. L'hôtel Silver Mountain Hot Springs où travaillait sa mère était tout simplement trop loin pour qu'elle puisse s'y rendre seule à pied. Son père refusait, bien sûr, mais il cachait une autre raison. Une raison qu'Oshin ne pouvait deviner, il avait honte. Honte que sa fille découvre l'endroit où travaillait vraiment sa mère. Après le départ de son père pour les champs, Oshin emporta secrètement 2 bols de riz de la maison. Elle avait l'intention de rendre visite à sa mère à Ginzan avant de commencer son nouveau travail. Elle ne savait pas où se trouvait Ginzan, ni à quelle distance. Elle marcha donc, demandant son chemin en cours de route. À la tombée de la nuit, elle cherchait refuge chez les villageois, échangeant du riz contre du taro. Oshin marcha ainsi pendant 2 jours entiers. Ce n'est que la nuit suivante qu'elle arriva à Ginzan. Son savoir-lire lui permit de localiser rapidement le lieu de travail de sa mère. En voyant sa mère vêtue de beaux habits et lourdement maquillée, Oshin sembla comprendre quelque chose. Pour permettre leur retrouvaille, le propriétaire accorda un jour de congé à Fuji et leur prépara un somptueux souper. Oshin n'avait jamais goûté à un repas aussi délicieux, mais ses pensées se tournèrent vers sa grand-mère. Comme ce serait merveilleux si grand-mère pouvait en manger ne serait-ce qu'une bouchée. Fuji assura à Oshin que quel que soit le travail qu'elle entreprenait, elle agissait toujours avec intégrité. Elle ne ferait jamais rien qui puisse déshonorer sa famille. Ses retrouvailles avec sa mère restèrent à jamais gravées dans la mémoire d'Oshin. Elle dormit paisiblement dans les bras chaleureux de sa mère, savourant le réconfort de son étreinte. Cette nuit-là, sa mère exhorta Oshin à vivre désormais selon ses propres convictions. Elle ne devait jamais vaciller ni dépendre des autres. Où qu'elle aille, elle devait être forte. Le lendemain, sa mère acheta à Oshin un billet de bateau à vapeur à destination de Sakata. Avant de partir, elle obtint la permission du propriétaire de donner à Oshin une marionnette en bois provenant de la boutique. Oshin fit une partie du trajet en calèche avant d'embarquer sur un bateau qui descendait le fleuve Mogami. Arrivée enfin dans la ville inconnue de Sakata, elle chercha la boutique de Rikagaya, mais l'employé au comptoir lui dit qu'il n'avait jamais embauché personne. Oshin insista sur le fait qu'elle ne s'était pas trompée d'endroit, mais en vain. À ce moment-là, la propriétaire de Kagaya, Kuniko, revint. Il s'avéra que l'embauche d'une domestique n'était que le souhait de sa belle-fille et qu'aucune décision définitive n'avait été prise. Ayako avait seulement voulu s'assurer de la volonté d'Oshin, avant de retourner à Kagaya pour en discuter davantage. Pour se rattraper, elle décida de se rendre elle-même à Sakata. Kagaya employait déjà 2 domestiques. Kuniko ne s'inquiétait pas pour les 5 sacs de riz, mais plutôt du fait qu'il semblait inutile d'embaucher une autre domestique. De plus, Oshin était trop jeune pour être vraiment utile. La maîtresse ne pouvait qu'acquiescer. Elle donna à Oshin de l'argent pour son voyage aller-retour, et lui fournit même des fonds pour se loger. Mais Oshin avait un autre objectif. Elle ne pouvait pas revenir. Bien que la maîtresse fût bonne, elle manquait d'autorité et ne pouvait rien faire. Cependant, l'ancienne maîtresse, qui avait observé la scène, changea d'avis, touchée par le dévouement d'Oshin, qui avait voyagé seul jusqu'ici à un si jeune âge pour travailler pour sa grand-mère malade. Kuniko décida de garder Oshin et d'honorer les 5 sacs de riz. Oshin ne serait chargé que de tâches à la mesure de ses capacités. Mais Kuniko, qui avait bon cœur, confia les tâches ménagères à sa belle-fille, ce qui lui valut la gratitude d'Oshin, et lui assura qu'elle serait plus facile à commander à l'avenir. En apprenant qu'elle pouvait rester, Oshin fut rempli de joie. Outre Kuniko et les jeunes maîtres et maîtresses, la famille Kagaya comptait 2 filles. L'aînée, Kayo, avait le même âge qu'Oshin. La plus jeune était Shika,
l'enfant dont Oshin allait s'occuper. La maîtresse donna les instructions suivantes aux 2 autres serviteurs de la maison. Oshin est encore jeune. Ne lui imposez pas de tâches trop lourdes. À la résidence Kagaya, les serviteurs avaient non seulement leur propre chambre, mais pouvaient également utiliser des lampes à pétrole. De tels conforts dépassaient les rêves les plus fous d'Oshin. Remarquant qu'Oshin n'avait pas rapporté de vêtements de rechange, la maîtresse lui apporta les vieux vêtements de Caillou. Oshin n'avait jamais porté de vêtements aussi raffinés auparavant, et son cœur débordait de gratitude envers la maîtresse. Oshin décida de redoubler d'efforts pour être digne des 5 sacs de riz et pour remercier sa maîtresse de sa bonté. Ainsi, avant l'aube, elle se levait pour aider à la cuisine. Mais face à la multitude de fourneaux dans la cuisine, Oshin se sentit momentanément perdu, car jamais de sa vie Oshin n'avait été témoin d'une telle richesse. C'était un monde nouveau qui dépassait son imagination la plus folle. À part s'occuper des enfants, elle était dispensée de toutes les autres tâches. Même le lavage des couches était confié à d'autres. En échange de ses 5 sacs de riz, elle ne devait s'occuper que des enfants. C'était au-delà des rêves les plus fous d'Oshin. La famille Kagaya comptait parmi les familles les plus en vue de Sakata. Le maître se montrait généreux envers ses domestiques. Ils étaient nourris à leur faim de repas à base de blé et de riz. Oshin s'occupait de Chika avec une sincère gratitude. Pendant son temps libre, elle aidait ses compagnes dans les tâches ménagères du mieux qu'elle pouvait. Bien qu'Oshin et Caillou aient le même âge, leur destin ne pouvait être plus différent. Le fait d'être témoin de l'environnement privilégié de Caillou ne manquait pas de susciter une profonde tristesse chez Oshin. Pourtant, elle ne se lamentait pas sur son sort, mais redoublait d'efforts. Sa diligence et sa résilience louable attirèrent rapidement l'attention de Kuniko. Oshin se levait tôt chaque jour pour préparer les repas de ses compagnons, afin de leur permettre de dormir un peu plus longtemps. Mais mademoiselle Caillou, héritière de la maison Kagaya, se révéla à la fois capricieuse et susceptible. Craignant les brimades de ses camarades de classe masculins, elle refusa catégoriquement d'aller à l'école. Kuniko comprit qu'il s'agissait simplement d'une excuse pour éviter l'école. Si quelqu'un te harcèle, tu dois te défendre. Comment pourras-tu hériter de Kagaya si tu sèches l'école pour des broutilles? Bien que les paroles de Kuniko aient irrité le jeune couple, c'était précisément leur indulgence qui empêchait Caillou d'endurer la moindre difficulté. Kuniko exhorta Caillou à prendre exemple sur Oshin. Oshin avait commencé à travailler très jeune pour que ses jeunes frères et sœurs et sa grand-mère aient suffisamment à manger. En entendant cela, le jeune couple était encore plus mécontent. Oshin n'était qu'une servante. Comment pouvait-elle être comparée à Caillou? Non seulement Kuniko établissait un parallèle entre les deux, mais elle couvrait Oshin d'éloges. Cette provocation de Kuniko a déclenché un esprit de compétition féroce chez Caillou. Non seulement elle a fini son repas docilement, mais elle a insisté pour aller à l'école seule. Sa compagne a averti Oshin de faire attention à ses paroles à l'avenir, afin de ne pas s'attirer des ennuis. Elle a également recommandé à Oshin de ne jamais entrer dans la chambre de mademoiselle Caillou. Mais la curiosité est dans la nature des enfants. En jetant un œil dans le boudoir de mademoiselle Caillou, rempli d'objets qu'Oshin n'avait jamais vus auparavant, les livres posés sur la table attirèrent immédiatement son attention. À ce moment-là, elle entendit la maîtresse l'appeler. Elle prit discrètement l'un des livres. La maîtresse traitait Oshin comme sa propre fille. Non seulement elle lui donnait secrètement des bonbons, mais elle lui disait aussi de lui demander tout ce dont elle avait besoin. Par coïncidence, le livre qu'Oshin avait pris était le préféré de mademoiselle Caillou. Ainsi, en rentrant de l'école, elle découvrit que le livre avait disparu. Une telle chose ne s'était jamais produite avant l'arrivée d'Oshin dans la maison. Elle soupçonna donc Oshin de l'avoir volé. Comme mademoiselle Caillou l'avait prévu, Oshin avait effectivement voulu lire le livre. Elle avait l'intention de le rendre discrètement après l'avoir terminé. Elle voulait désespérément s'expliquer, mais en tant que servante, elle n'avait pas le droit de le faire. De plus, il était indéniable qu'elle s'était introduite dans la chambre de Caillou. Oshin se prépara à être renvoyé. La déception du maître reflétait la gentillesse qu'il lui avait témoignée auparavant. Le jeune maître insista pour renvoyer Oshin, après avoir volé un livre. Qui savait ce qu'elle pourrait encore dérober? Kuniko, cependant, avait d'autres idées. Elle demanda à Caillou de rendre le livre à Oshin et de la laisser le lire. Oshin prit le livre et commença à le lire. Tout le monde fut stupéfait. Personne n'aurait imaginé qu'Oshin savait reconnaître les caractères. Si elle avait pris le livre sans en connaître les mots, elle aurait été vraiment indéfendable. Kuniko recommanda à Oshin d'être encore plus prudente à l'avenir et d'éviter tout comportement susceptible de prêter à confusion, car la plupart des gens voyaient les domestiques d'un autre œil. Apprenant l'amour d'Oshin pour la lecture, Kuniko demanda à Caillou de lui prêter ses propres livres. Les intentions de Kuniko étaient bien pensées. Son but était de monter Caillou et Oshin l'une contre l'autre afin de stimuler l'esprit de compétition d'Oshin. Le résultat fut exactement celui escompté par Kuniko. Oshin commença même à apprendre la couture auprès d'elle, car elle souhaitait devenir une servante compétente le plus rapidement possible. Mais la diligence d'Oshin ne lui apporta aucun répit. Ce jour-là, le jeune maître revint de l'extérieur, très agité. Sakata avait appris qu'Oshin s'était enfui de la Syrie et avait passé 6 mois dans les montagnes avec un déserteur. Pas étonnant qu'Oshin fût doté d'un courage différent de celui des enfants ordinaires. Mais Kuniko considéra ces événements comme insignifiants. Après tout, ils appartenaient au passé. Cependant, ce qui suivit fit qu'Oshin n'avait plus sa place à Kagaya. Tout en s'occupant du feu dans la cuisine, Oshin récupéra l'harmonica que Shota lui avait donnée. De manière inattendue, ces notes claires attirèrent l'attention de mademoiselle Caillou. Intriguée par l'instrument,
Caillot proposa de l'acheter. L'harmonica était le seul souvenir que Shota avait laissé à Oshin. Elle ne pouvait en aucun cas le laisser partir. Remarquant l'expression tendue d'Oshin, Caillot jeta délibérément l'harmonica par terre. Oshin repoussa instinctivement Caillot. Mais ce geste eut des conséquences désastreuses. La tête de Caillot heurta le cadre de la porte. Et elle perdit connaissance. Le jeune maître et la jeune maîtresse étaient terrifiés. Kuniko, habitué à ce genre de situation, versa rapidement un pichet d'eau froide sur la tête de Caillot. Comme la blessure était superficielle, Caillot reprit vite connaissance. Le jeune maître insista pour remettre Oshin à la police. Il pensait qu'une enfant qui avait été avec un déserteur ne pouvait être qu'une source d'ennui. La nouvelle de l'histoire d'Oshin était désormais parvenue à Sakata. Kuniko voulait également comprendre la vérité qui se cachait derrière tout cela. Oshin expliqua que Shota n'avait pas déserté par lâcheté ou par peur, mais parce qu'il détestait la guerre. Dans la guerre, les ennemis comme les alliés subissent des pertes. Oshin pensait donc elle aussi que la guerre était une erreur. Ces réflexions profondes de la part d'une personne si jeune étonnèrent véritablement le jeune maître. Pour les autres, Shota était un déserteur. Mais dans le cœur d'Oshin, il restait un homme bon. Non seulement Shota avait appris à Oshin à lire et à compter, mais il lui avait aussi donné son harmonica le plus précieux. Pour Oshin, cette harmonica était le souvenir le plus précieux que lui avait laissé frère Shota. Mais mademoiselle Caillot avait insisté pour l'acheter avec de l'argent. Même si Kuniko connaissait toute l'histoire, mademoiselle Caillot avait tout de même été blessée. Un domestique qui frappait la jeune maîtresse de maison commettait un délit impardonnable. Même si Kuniko aimait beaucoup Oshin, un tel incident la rendait incapable d'intervenir. Car même si elle insistait pour garder Oshin, le jeune maître et la jeune maîtresse ne la regarderaient plus jamais avec bienveillance. Kuniko comprenait bien la situation difficile dans laquelle se trouvait Oshin. Elle décida donc de lui trouver un nouvel employeur. Avant de quitter Kagaya, Oshin fabriqua 2 hiboux en paille pour s'excuser auprès de mademoiselle Caillot. Lorsque Caillot vit les hiboux fabriqués de ses propres mains et apprit le renvoi d'Oshin, son cœur se remplit de remords. En vérité, elle n'avait rien contre Oshin. C'était plutôt qu'Oshin excellait dans tout ce qu'elle faisait. Elle était simplement un peu jalouse. Réalisant cela, Caillot supplia sa grand-mère de garder Oshin à tout prix. Voir Caillot devenir soudainement si raisonnable remplit la grand-mère d'une immense joie. Pendant ce temps, Oshin attendait avec impatience des nouvelles d'un nouvel employeur. Elle était loin de se douter que les paroles de Caillot allaient complètement changer le cours de sa vie. Grâce à l'intervention de Caillot, Kuniko passa outre les objections de son fils et insista pour garder Oshin. Le lendemain, Oshin rattrapa Caillot sur le chemin de l'école et lissa ses vêtements avec attention. Caillot répondit par un sourire. Les 2 filles se présentèrent leurs excuses sincères. C'était la première fois qu'Oshin voyait Caillot sourire depuis son arrivée chez les Kagaya. Les émotions qui agitaient le cœur d'Oshin persistèrent longtemps après. Elle décida de faire tout ce qu'elle pouvait pour mademoiselle Caillot à partir de ce jour. Après l'école, Caillot alla trouver Oshin et lui demanda de la suivre dans sa chambre. Caillot partagea non seulement ses collations avec Oshin, mais lui apprit également les caractères kanji qu'elle avait appris à l'école. La maîtresse était profondément mécontente de leur proximité excessive, car elle ne voyait que le fossé qui les séparait en termes de statut social. Selon elle, l'héritière de Kagaya ne pouvait pas se lier d'amitié avec une servante. Mais Kuniko avait un point de vue tout à fait différent. Elle apprit à Caillot qu'il ne fallait pas juger les gens selon leur statut social, qu'ils soient pauvres ou riches. Les paroles de sa grand-mère dissipèrent complètement les doutes de Caillot. Elle décida donc de se lier d'amitié avec Oshin. Caillot demanda également à sa grand-mère d'autoriser Oshin à aller à l'école avec elle. Sa grand-mère refusa la demande de Caillot, car elle avait d'autres projets pour l'éducation d'Oshin. À partir de ce jour, Kuniko a commencé à consacrer ses soirées à enseigner à Oshin. Elle a également dit à Oshin qu'avec de la détermination, on pouvait apprendre beaucoup sans aller à l'école. C'est la décision de Kuniko qui a changé le cours de la vie d'Oshin. Profondément reconnaissante de la gentillesse de Kuniko, Oshin a redoublé d'efforts dans ses études. Cependant, la nouvelle qu'Oshin étudiait aux côtés de Caillot a rapidement suscité le mécontentement de la maîtresse. Pour rester à Kagaya, Oshin décida d'abandonner ses études. Kuniko comprit immédiatement la raison de cette décision. Elle encouragea Oshin à ne pas tenir compte de l'opinion des autres, insistant sur le fait que l'apprentissage était essentiel pour son indépendance future. Si tu ne maîtrises pas la lecture et le boulier maintenant, comment pourras-tu un jour t'élever au-dessus de ta condition ? Les paroles de Kuniko ravivèrent la détermination d'Oshin. Elle se jura silencieusement, « Je refuse de rester pauvre. Je vais voler de mes propres ailes. Désormais, je tracerai ma propre voie dans la vie. » Ainsi, endurant les regards froids de la maîtresse, Oshin persévéra dans ses études. Au fil du temps, l'éclairage électrique devint progressivement courant à Sakata. Kagaya fut bientôt raccordé au réseau électrique. Le jour où les poteaux furent érigés, nombreux furent ceux qui vinrent assister au spectacle. Dont Caillot, la curiosité la poussa à demander aux ouvriers ce qu'était réellement l'électricité. En voyant cette scène, la maîtresse perdit son sang-froid et s'effondra sur le sol. Heureusement, Oshin se jeta sur Caillot juste à temps, la protégeant ainsi du choc fatal. Cet incident transforma complètement l'opinion que la maîtresse avait d'Oshin. À partir de ce moment-là, Oshin et Caillot devinrent encore plus proches. La maîtresse commença également à regarder Oshin avec plus de bienveillance. Peu après, la boutique Kagaya fut éclairée par des lampes électriques. En voyant la lumière électrique pour la première fois, Oshin fut émerveillé. Toute la succursale de Kaga était en liesse. Ce jour resta à jamais gravé dans la mémoire d'Oshin. Elle croyait que, à mesure que la vie des gens s'améliorait,
Le jour où elle s'élèverait au-dessus des autres viendrait sûrement. Avant même de s'en rendre compte, Oshin accueillit son 9e nouvel an à Kagaya. Pour Oshin, ce 9e nouvel an ressemblait à un rêve merveilleux. La maîtresse prépara une robe de nouvel an pour Oshin, identique à celle de Kayo, et lui accorda 3 jours de congé pour qu'elle puisse s'amuser. Mais alors qu'Oshin se réjouissait de cette ambiance festive, elle fut témoin de la scène qu'elle redoutait le plus. Sa mère était venue à Sakata. Ce qu'Oshin n'aurait jamais pu imaginer. Elle refusait de croire ses yeux, mais l'expression sur le visage de sa mère lorsqu'elle la vit ne laissait aucun doute. Ce soir-là, le jeune maître demanda à Junko de verrouiller les portes et les fenêtres, car une femme étrange continuait de rôder près de l'entrée. Oshin savait que cette femme devait être sa mère. Elle trouva donc une excuse et s'échappa seule. Cette rencontre fortuite avec sa mère à Sakata resterait à jamais gravée dans la mémoire d'Oshin. Fuji était venu à Sakata uniquement pour prendre des nouvelles de sa fille. En voyant qu'Oshin s'épanouissait chez les Kagaya, elle fut rassurée. Oshin supplia sa mère de ne plus faire de telles choses, car elle n'aimait pas que sa mère agisse ainsi. Sa mère promit de rentrer à la maison une fois la neige fondue. Cette rencontre laissa Oshin le cœur lourd d'impuissance et d'amertume. Pendant ce temps, Kuniko avait été témoin de tout ce qui s'était passé à l'extérieur. Voyant le découragement d'Oshin, Kuniko la réconforta. « Quoi qu'ait fait ta mère, tu dois la respecter, car personne ne vendrait son âme sans y être contraint par la nécessité. » Oshin ne se reposa pas sur ses lauriers malgré la confiance que lui accordait sa maîtresse. Travaillant avec diligence et discrétion, elle devint peu à peu un membre indispensable de la boutique Kaga. 6 mois passèrent en un clin d'œil, et Oshin célébra son premier festival des filles à la boutique Kaga. Ce jour-là, Ayako arriva également à la boutique Kaga, apportant la nouvelle que la mère d'Oshin était revenue à la maison. Comme Oshin regrettait les jours passés à la maison avec sa mère, car même si sa vie à la boutique de Kaga était devenue très confortable, elle ne pouvait rivaliser avec la chaleur de sa famille. En voyant tous ces plats délicieux devant elle, Oshin ne put s'empêcher de penser à sa grand-mère. Mais lorsqu'elle rentra chez elle, sa grand-mère était déjà décédée. Après avoir fait ses adieux à sa grand-mère et être retournée à la boutique de Kaga, Oshin accueillit sans le savoir le printemps de ses 16 ans. Au cours de ces 7 années, Kuniko s'était consacrée à l'éducation d'Oshin. Elle lui avait non seulement enseigné les rites de la cérémonie du thé et l'art floral, mais aussi l'utilisation du boulier. Oshin devint peu à peu indispensable à la boutique Kaga. Tout l'établissement, à l'intérieur comme à l'extérieur, comptait sur elle. Kuniko avait du mal à se résoudre à se séparer d'Oshin. Pourtant, elle lui arrangea un mariage pour assurer son avenir. Le futur marié appartenait à une famille de riziculteurs, une famille de nouveaux riches bien connus à Sakata. Leur deuxième fils avait un faible pour Oshin, même s'il avait l'air plutôt sournois et rusé. Kayo estimait qu'Oshin était lésé. Elle encouragea Oshin à ne pas compromettre son propre bonheur, même si cela signifiait aller à l'encontre des souhaits de sa grand-mère. Mais Oshin était très consciente de sa condition. Si elle était rentrée chez elle, elle aurait été destinée à devenir métayère, plutôt que de continuer à endurer la faim et la pauvreté. Elle préféra accepter l'arrangement de Kuniko. Pour elle, c'était un mariage au-dessus de sa condition. Kayo, cependant, était dans une situation différente à cette époque. Depuis qu'elle fréquentait l'école pour filles, elle semblait transformée, débordante de curiosité pour de nouvelles expériences. Pendant son travail, Oshin apprit beaucoup de Junko et Kazuko, mais toutes deux avaient depuis quitté Kagaten pour se marier. C'était désormais à Oshin qu'il incombait d'enseigner leurs tâches aux domestiques. Kuniko se mit brusquement à organiser le mariage d'Oshin, ne lui laissant pas le temps de réfléchir. Cette première demande en mariage de sa vie remplit Oshin d'une profonde émotion. Elle réalisa qu'elle avait atteint sans s'en rendre compte l'âge de se marier. Les souvenirs du passé défilèrent dans son esprit comme un kaléidoscope. Ce n'est que lorsqu'Oshin rencontra ce mystérieux jeune homme au bord de la mer que sa vie prit un autre chemin. Kayo ressentit une affinité immédiate pour le jeune homme qui se tenait devant elle. Pour l'aider à échapper au danger, elle était déterminée à le raccompagner à l'auberge. Cela plongea Oshin dans une terrible panique. Elle était très proche de Kayo, comme si elles étaient sœurs. S'il lui arrivait quelque chose, non seulement elle se sentirait coupable, mais elle ne saurait pas comment l'expliquer à son employeur. Elle se lança donc à sa poursuite. Les deux femmes raccompagnèrent le jeune homme à son hôtel. Kayo lui assura qu'elle serait disponible pour l'aider s'il avait besoin de quoi que ce soit. Au moment de se séparer, elle lui laissa même son numéro de téléphone personnel. Et ce numéro de téléphone allait devenir, sans qu'elle s'en rende compte, le fil rouge qui relierait le jeune homme et Oshin. Quelques jours plus tard, Oshin reçut un appel inattendu provenant d'un numéro inconnu. C'était le jeune homme lui-même. Craignant qu'il soit arrivé quelque chose à mademoiselle Kayo, Oshin se précipita à l'hôtel. Mais il s'agissait d'une fausse alerte. N'ayant aucune connaissance à Sakata et souhaitant cacher son lieu de séjour à ses parents, le jeune homme demanda à Oshin de réceptionner l'argent envoyé par sa famille en son nom. Ne sachant rien du jeune homme qui se trouvait devant elle, Oshin refusa d'abord sa demande. Mais ses paroles finirent par la convaincre. Ceux qui cultivent les rizières ne mangent pas de riz, même dans leurs maigres portions. On ajoute des navets pour compléter la mesure. Même un tel repas ne suffit pas à satisfaire la faim d'une famille. Quelqu'un qui avait personnellement enduré l'existence misérable d'un métayer. Quelqu'un qui avait tout risqué pour briser ce système injuste. Cette rencontre a suscité une inexplicable résonance entre eux. Lorsqu'Oshin a reçu le virement bancaire, elle a retiré l'argent en secret à Kayo et au maître.
et l'a remis au jeune homme comme promis. Les actions d'Oshin ont suscité en lui une affection inexplicable. Il se confia alors à elle. Il se présenta: « Je m'appelle Katea. Ma famille est une grande famille de propriétaires terriens ici, ayant été témoin de l'existence misérable des métayers depuis son enfance. Il avait été témoin de première main de l'existence infernale endurée par d'innombrables métayers. Il était donc déterminé à démanteler ce système injuste. » Oshin se sentit profondément attiré par cette figure imposante. Katea, qu'elle n'avait rencontrée que 2 ou 3 fois. Pour la première fois de sa vie, elle éprouvait le sentiment d'aimer quelqu'un. Ils se jurèrent qu'un jour, ils s'uniraient et marcheraient ensemble vers l'avenir. Désormais, avec un être cher dans son cœur, Oshin se laissait parfois aller à rêver ou souriait bêtement pendant qu'elle travaillait. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer que Kuniko avait spécialement invité sa mère à la boutique Kaga pour organiser son mariage. L'arrivée de sa mère refroidit le cœur d'Oshin, qui venait de faire ses adieux à Katea. Elle n'avait pas réalisé que le mariage était déjà si avancé et se sentit profondément découragée. Oshin supplia sa mère de refuser le mariage en son nom. Sa mère comprit immédiatement que sa fille avait trouvé quelqu'un de spécial. Cette personne t'a-t-elle promis de t'épouser un jour? Face au barrage de questions de sa mère, les réponses d'Oshin restèrent vagues. Fuji avait enduré la pauvreté toute sa vie. Pour elle, le bonheur semblait un rêve inaccessible. Elle ne supportait plus de voir Oshin souffrir de la faim et de la misère. C'est pourquoi elle décida d'accepter ce mariage. De plus, la proposition avait été faite sans que tous les détails soient révélés. Refuser maintenant aurait non seulement embarrassé l'employeur, mais aussi trahi les intentions sincères de Kuniko. Le cœur lourd, Oshin accepta à contre-cœur l'arrangement de Kuniko. Après la cérémonie de fiançailles, Oshin alla trouver sa mère dans l'entrepôt. Bien que Fuji n'ait pas assisté aux fiançailles de sa fille, son seul regret était que sa grand-mère n'ait pas vécu assez longtemps pour voir ce jour. Oshin ne pouvait plus contenir ses émotions. Pour Fuji, le mariage de sa fille avec un homme riche était tout ce qu'elle pouvait souhaiter. Au moins, elle n'aurait pas à endurer la même vie de labeur et de faim qu'elle et sa grand-mère avaient connue. Finalement, elle réconforta Oshin, l'exhortant à oublier le passé. Le jour même des fiançailles d'Oshin, Katea envoya une autre lettre. Mais cette lettre fut d'abord vue par Kayo. Kayo nourrissait de la rancœur envers Oshin et Katea qui se voyaient en privé. Elle ouvrit donc la lettre dans le dos d'Oshin. Son contenu la laissa complètement stupéfaite. Elle n'aurait jamais imaginé que leur relation était allée aussi loin. Kayo était complètement consternée par leur liaison clandestine. Elle rompit immédiatement toute relation avec Oshin, déclarant qu'elle ne devait plus jamais se parler. Dans un accès de rage, Kayo fit ses valises et quitta seule la boutique Kaga. Elle arriva aux dunes de sable où elle avait rencontré Katea pour la première fois, à l'heure et à l'endroit indiqués dans sa lettre. Katea était revenu dans l'intention d'emmener Oshin avec lui, mais c'est Kayo qui arriva. Son cœur débordait de déception. Il se sentit particulièrement anéanti lorsqu'il apprit les fiançailles d'Oshin. Kayo saisit cette occasion pour déclarer sa détermination à Katea. Peu importe les dangers qui les attendaient, elle jura de le suivre. Lorsqu'Oshin découvrit que la lettre de Katea avait disparu, elle comprit soudainement pourquoi Kayo avait été si furieuse à propos de sa relation avec Katea. Oshin supposa que c'était Katea qui l'avait informé de leur prochaine rencontre. Oshin ignorait quand exactement cela devait avoir lieu. Un sentiment d'appréhension s'installa dans le cœur d'Oshin. Elle se précipita à l'auberge, mais Katea avait déjà quitté Sakata. Oshin dit à sa mère que Kayo était en fait parti avec son bien-aimé. Ainsi, la branche Kaga renfermait des souvenirs qu'elle ne pouvait oublier. Plutôt que de supporter la douleur de rester, il valait mieux quitter cet endroit de chagrin le plus tôt possible. Bien que Kuniko ait ressenti 1000 pincements au cœur à l'idée qu'Oshin quitte son travail, elle ne tenta pas de la dissuader, car elle savait très bien qu'une personne aussi résistante qu'Oshin avait dû prendre cette décision après mûre réflexion. Elle dit à Oshin de venir la voir à tout moment à l'avenir si elle avait besoin de quoi que ce soit. Avant de fermer les yeux pour toujours, elle pouvait encore lui donner un coup de main. En guise de cadeau d'adieu, Kuniko donna en privé une somme d'argent à Oshin. Oshin avait envoyé chaque mois son salaire à sa famille. Maintenant qu'elle revenait soudainement vivre chez eux, son père et son frère allaient sûrement lui réserver un accueil glacial. Cet argent lui serait utile jusqu'à ce qu'elle trouve un nouvel emploi. Oshin retourna dans sa ville natale avec un moral aussi sombre que la saison des pluies, même si elle n'était pas revenue dans la maison qu'elle avait tant désirée jour et nuit pendant 8 ans. Le seuil lui semblait désormais impossible à franchir. Elle savait que son père et son frère n'accueilleraient pas son retour avec joie. Sakus fut véritablement surpris lorsqu'il apprit qu'Oshin avait démissionné de la boutique Kaga. Oshin supplia son père de la laisser rester à la maison pendant quelque temps. Une fois qu'elle aurait trouvé un nouvel emploi, elle s'engageait à travailler sans relâche. Sakus accepta rapidement cette réalité, car même si Oshin avait épousé un homme issu d'une famille aisée, elle ne pouvait pas agir librement, et n'avait donc que peu de valeur pour le foyer. Il serait plus pratique de continuer à travailler comme domestique ailleurs. Mais peu après le retour d'Oshin, son frère ramena leur sœur aînée de l'usine. Le travail épuisant et les conditions de vie difficiles avaient rendu Haru tuberculeuse. À cette époque, la tuberculose restait une maladie incurable. Le médecin conseilla à Oshin de préparer des repas nourrissants pour sa sœur et suggéra de ramener leur mère à la maison également. Son frère refusa de dépenser un centime de plus pour une personne mourante. Sakus restait totalement inconscient de ses propres défauts. Il exploitait sans relâche ses enfants pour leur soutirer leur argent durement gagné, mais se montrait avare quand cela comptait vraiment. En quoi était-il différent des capitalistes? Oshin éprouvait une profonde déception envers ses 2 proches parents. À ce moment-là,
L'argent donné par Kuniko de la succursale de Kaga s'avéra inestimable. Au moins, cela lui permit de faire un dernier effort pour sa sœur Haru. Quelques jours plus tard, Fuji reçut un télégramme et se précipita pour rentrer. Maintenant, avec 3 bouches supplémentaires à nourrir à la maison, le ressentiment envahit son cœur, incapable de contenir plus longtemps sa fureur. Fuji frappa violemment son fils au visage. En vérité, Shi était lui aussi une âme pitoyable. Depuis son enfance, il travaillait dur dans les champs aux côtés de son père. Malgré le travail acharné de la famille, il restait profondément endetté. Cela ne correspondait-il pas exactement à ce que Katea décrivait jadis? Ceux qui sèment le riz ne sont pas ceux qui en récoltent les grains. Les propriétaires terriens ne touchaient jamais la terre, mais vivaient dans le confort. À ce moment-là, Oshin comprit profondément la grandeur de l'entreprise de Katea. Elle lança alors à son père des mots qui le glacèrent d'effroi. « Regarde ce que ce système de propriétaires et de métayers a fait de nous. Mon frère a le cœur durci. Et Haru, ma sœur, en est morte de tuberculose. » Pour s'accuse, les propriétaires terriens étaient des bienfaiteurs, et il allait de soi de leur payer un loyer. Au cours des 8 années que Haru passa à travailler dur à l'usine, elle endossa d'immenses difficultés. Mais il y eut aussi des moments qui lui apportèrent du bonheur. C'est précisément la présence de cette personne qui la soutint jusqu'à aujourd'hui. Informé des sentiments de sa sœur, Oshin se rendit à la filature de soie. Elle y trouva Kazuo, mais celui-ci lui apprit qu'il n'était qu'un simple ami pour Haru. Malgré tout, Oshin implora Kazuo de lui rendre visite tant qu'elle avait encore toute sa tête. Face à la supplication d'Oshin, Kazuo se sentit déchiré. Mais si le capitalisme est sans cœur, la bonté humaine, elle, perdure, l'humanité pouvait encore briller de 1000 feux. Même dans les heures les plus sombres, Haru goûta à l'amour au cours de sa vie, même si elle ne pouvait pas marcher main dans la main avec celui qu'elle aimait vers demain. Même si ce n'était qu'un mensonge, elle trouva le réconfort pour son âme. S'accuse ramena brusquement un inconnu à la maison, affirmant qu'il avait trouvé du travail pour Oshin. Mais lorsqu'Haru vit cet homme, elle fut visiblement troublée. La pauvreté avait rendu S'accuse avide et stupide, brouillant son sens du bien et du mal. Il se moquait du travail que sa fille accepterait, tant qu'il rapportait de l'argent. Mais Haru, qui partageait le sort d'Oshin, était différente. Elle avertit Oshin de ne pas tomber dans les pièges de cet homme. De nombreuses ouvrières d'usine avaient été piégées par lui et poussées à se prostituer. À présent, il était probablement trop tard pour changer cette réalité. Haru confia à sa sœur un sac en tissu contenant de l'argent pour le voyage à Tokyo et une adresse. Elle-même était déterminée à apprendre la coiffure. Mais cette chance était désormais perdue. À 19 ans, Haru mit fin à sa vie tragique. Pourtant, les mots qu'elle s'efforça de laisser à Oshin étaient profondément importants. Oshin partit donc seul de la campagne pour Tokyo, portant en elle le dernier souhait de sa sœur. Mais le maître coiffeur refusa de l'engager. Dans l'immensité de Tokyo, sans personne vers qui se tourner, Oshin ne savait pas où trouver refuge. Elle rassembla donc son courage pour chercher du travail par elle-même dans le salon de coiffure de maître Taka. C'est ainsi, un peu par hasard, que se déroula le premier jour d'Oshin à Tokyo. Touchée par la gentillesse de la jeune fille d'Oshin, la maîtresse Taka décida de l'observer quelque temps. Pour gagner l'approbation de tous, Oshin redoubla d'efforts. Avant l'aube, elle préparait le petit déjeuner pour tout le monde. Elle nettoyait même toutes les vitres du salon. Mais ce geste mit Nobuko, l'employée polyvalente du salon, dans une position difficile. Nobuko savait qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec l'éthique de travail d'Oshin. Maintenant qu'Oshin avait pris en charge tout le travail, Nobuko risquait d'être licenciée. Comprenant la situation difficile de Nobuko, Oshin comprit enfin pourquoi ses collègues l'évitaient. Oshin décida donc de quitter elle-même le salon de coiffure, contre toute attente. En apprenant la raison du départ d'Oshin, Maître Taka sourit. Elle trouvait les propos d'Oshin plutôt enfantins. Elle n'était pas une personne étroite d'esprit. Tant que quelqu'un souhaitait apprendre le métier, elle le prenait sous son aile. Mais lorsque Taka arriva au salon, elle découvrit que les miroirs avaient déjà été polis et nettoyés par Oshin. Un sourire satisfait se dessina sur son visage. Elle se sentait très réconfortée par la diligence d'Oshin, et la nature franche d'Oshin lui procurait une grande joie, bien qu'elle ne lui ait pas encore assigné de tâches spécifiques. Sa capacité à offrir un soutien moral et une force spirituelle permettait à tout le monde de travailler l'esprit tranquille. Dès lors, Oshin confia les tâches visibles à Nobuko. Elle se réserva le travail invisible, celui qui se fait en coulisses et que personne ne remarque. Elle estimait que c'était normal en tant que nouvelle venue. La boutique stipulait que l'allocation alimentaire quotidienne de chacun ne devait pas dépasser 3 cents. Nobuko se creusait donc quotidiennement la tête pour faire les courses. Apprenant la situation difficile de Nobuko, Oshin prit également en charge les courses. L'amélioration soudaine de la qualité des déjeuners déplut fortement à Taka. Elle rappela à Oshin que travailler ici exigeait de la perspicacité. « Ne crois pas que je ne connais pas le prix du tofu frit. » Oshin répondit que la nourriture du jour coûtait 29 cents, ce qui était largement dans les limites du budget. La boutique de tofu avait toujours des restes de tofu frit émiettés. Même s'il n'était pas très appétissant, il était tout aussi bon. Celui qu'elle rachetait était également des restes. Donc très bon marché. Taka n'avait plus rien à dire, et ses sentiments envers Oshin s'adoucirent quelque peu. Après une dure journée de travail, les sœurs pouvaient non seulement savourer un délicieux repas, mais aussi dormir sous des couettes qui sentaient bon le soleil. Le dévouement discret d'Oshin lui valut peu à peu la reconnaissance des sœurs. Tout le monde commença alors à s'ouvrir à elle. Ce jour-là, la sœur aînée tendit soudainement à Oshin un morceau de tissu.
lui demandant de la porter chez le tailleur afin que le maître puisse se faire confectionner des vêtements. Le fait que le maître dépense de l'argent pour une tâche aussi insignifiante rendait Oshin terriblement coupable. Elle décida donc de se charger également de la couture. L'apprenti seigneur rappela à Oshin qu'il s'agissait de soie. Si elle était abîmée, le mécontentement du maître ne serait pas une mince affaire. À ce moment-là, le maître entra et dit à Oshin de se lancer sans crainte. Même si le résultat était raté, cela n'avait pas d'importance, car il serait toujours possible de le modifier. À vrai dire, cette tâche ne représentait aucun défi pour Oshin, alors qu'elle se remettait à coudre. Oshin se souvint soudainement de ses jours à Sakata. Elle se souvint de la maîtresse qui lui avait enseigné l'art de la couture. Sans les événements impliquant Katea et Kayo, la vie d'Oshin aurait pu se dérouler tout autrement. Pourtant, elle n'éprouvait aucune rancœur envers qui que ce soit. Ce n'est que lorsqu'elle réfléchissait sérieusement à la voie qui s'ouvrait devant elle, qu'elle ressentait un profond et irrésistible désir pour la vie qu'elle avait laissée derrière elle à Sakata. Après 3 nuits blanches, Oshin termina enfin les vêtements du maître. Son travail d'aiguille satisfit pleinement le maître. Elle tenait même une comptabilité méticuleuse des achats mensuels de provisions de la boutique. À 16 ans, elle maîtrisait la lecture et l'écriture. Grâce à ses compétences, Oshin pouvait trouver du travail partout. Son maître trouvait déconcertant qu'Oshin souhaite apprendre la coiffure. En effet, dans ce métier, des règles d'apprentissage strictes prévalaient. Ce n'est qu'après 3 ans de travaux subalternes que l'on pouvait se saisir du peigne. Cela semblait être une invitation à la souffrance. Pourtant, Oshin était déterminée à maîtriser l'art de la coiffure quoi qu'il arrive. Elle ne voulait pas que la compassion de sa sœur à son égard ait été inutile. C'était le geste sincère d'Oshin envers sa malheureuse sœur aînée. Après un mois d'efforts acharnés, Oshin obtint enfin l'approbation de son maître. Cependant, ce qui rendait Oshin découragée, c'était de réaliser qu'elle ne pourrait jamais rentrer chez elle. Même si elle le faisait, elle savait qu'elle ne pourrait pas mettre les pieds dans la maison familiale sans apporter une somme d'argent conséquente. À cette pensée, Oshin estima qu'il était normal d'assumer plus de travail que les autres. Elle était déterminée à gagner sa vie de ses propres mains. À son insu, Oshin était déjà à Tokyo depuis plus de 3 mois. Le nouvel an lunaire était la saison la plus chargée pour le salon de coiffure. La veille du nouvel an, Taka confia soudainement à Oshin la coiffure d'une cliente. Le salon ouvrit avant l'aube et resta ouvert toute la nuit. À midi le jour du nouvel an, ils avaient été tellement occupés qu'ils n'avaient même pas eu le temps de manger. Quand ils ont enfin fermé le salon, il n'y avait pas la moindre trace d'ambiance festive. Tout le monde était tellement épuisé qu'il pouvait à peine garder les yeux ouverts. Pourtant, Oshin, promu à la hâte coiffeuse à temps plein, ne trouvait toujours pas de répit. Après avoir posé ses peignes, elle s'est affairée à préparer le déjeuner pour toute l'équipe. Elle estimait que c'était aussi son devoir. Le maître a remis à chacun une enveloppe rouge. L'enveloppe qu'Oshin a reçue contenait une seule pièce. Bien que la somme fût maigre, elle signifiait que le maître la reconnaissait comme son apprenti. Les gains provenant de cette coiffure ont momentanément remonté le moral d'Oshin. Mais cette joie a disparu en un clin d'œil. Cet après-midi du Nouvel An, tout le monde s'est endormi paisiblement, négligeant tout loisir. Le lendemain matin, le travail routinier a repris. Oshin fut rapidement promue coiffeuse à part entière. Cela provoqua un ressentiment considérable chez les 2 autres collègues du salon. Après seulement 3 ou 4 mois de formation, Oshin exerçait désormais les mêmes fonctions qu'elle. La rupture soudaine de la tradition par le maître les laissa profondément humiliés. Oshin éprouvait un profond remords que son avancement ait perturbé l'unité des sœurs au sein du salon. Elle renonça donc à cette opportunité. Le maître remarqua: « Il est louable que tu ne convoites pas plus que ce qui te revient. Mais sans la volonté de pousser les autres de côté et de gravir les échelons, tu ne survivras pas dans ce monde. » À partir de ce jour, Taka refusa de laisser Oshin coiffer à nouveau. Bien qu'Oshin ait perdu sa chance, elle n'éprouvait aucun regret. Elle comprenait que l'apprentissage était rigoureux, et continua volontiers ses tâches subalternes aux côtés de Nobuko. 2 années passèrent en un clin d'œil. Mais Oshin resta une humble assistante au salon de coiffure. Elle n'avait même pas le droit de toucher les cheveux des clients. Sa 18e année, pleine d'espoir, s'évanouit ainsi, répétant les mêmes tâches jour après jour. Elle se sentait parfois agitée. Pourtant, à l'extérieur, il semblait que de grands changements étaient en train de se produire. Naturellement, les salons de beauté spécialisés dans la coiffure furent pris dans cette vague de changements. Un jour, une cliente arriva en demandant une coiffure occidentale. Mais le salon de maître Taka ne proposait que des coiffures japonaises. Cela troubla Oshin. Les coiffures japonaises étaient-elles vraiment passées de mode? Ces 2 années de persévérance avaient-elles été vaines? C'est alors qu'Oshin reçut une lettre. Chika, de la succursale de Sakata Kaga, était décédée. Oshin se souvint de la douleur infligée par Kayo et Katea. Elle avait décidé de ne plus jamais remettre les pieds à Sakata. Mais en pensant à Kuniko et au chagrin de sa maîtresse, elle fut submergée par la compassion. Elle ne pouvait plus rester inactive. Oshin demanda une permission à son maître et retourna à Sakata après 2 ans d'absence. Mais la branche Kaga avait perdu sa joie d'antan. Chika était morte. Kayo était introuvable. La vaste branche Kaga n'avait plus d'héritier. Kuniko, qui avait travaillé dur toute sa vie, comprit enfin que le bonheur acheté avec de l'argent était finalement vain. Ce qui importait le plus, c'était de vivre sans regret. Si Kayo pouvait continuer à vivre dans un tel bonheur, même rompre les liens avec elle permettrait à Kuniko de reposer en paix. Kuniko confia donc à Oshin, chaque fois qu'elle verrait Kayo, de lui transmettre ces mots. Le voyage d'Oshin à Sakata fut pénible, réveillant des blessures longtemps oubliées dans son cœur. Lorsqu'Oshin arriva à la gare d'Ueno,
Le brouhaha de la foule parvint à ses oreilles. Au cours de la 7e année de TC, les familles de pêcheurs de Tame, dans la préfecture de Fukuyama, furent poussées à l'action par la hausse des prix des céréales. Ces troubles se propagèrent rapidement à travers tout le pays. Quelques 700 000 personnes descendirent dans la rue pour manifester. Une assemblée citoyenne fut organisée au parc Hibiya de Tokyo. C'est précisément ce jour-là qu'Oshin revint à Tokyo. Elle courut sans réfléchir de la gare d'Ueno jusqu'au parc Hibiya. Elle était certaine que Katea s'y trouvait. Retrouver Katea lui permettrait sûrement de localiser Kaio. Emporté par la marée humaine, Oshin atteignit la place, mais fut arrêté par la police. Pourtant, Taka refusait de croire qu'Oshin était ce genre de personne. Défiant les objections de ses apprentis, elle paya la caution d'Oshin. À partir de ce moment-là, Oshin devint le sujet de toutes les rumeurs. De plus, son passage à la gestion d'un salon de coiffure occidental suscita de plus en plus de critiques de la part des sœurs travaillant dans le salon. Mais Oshin n'y prêta aucune attention. Son seul objectif était de maîtriser la coiffure occidentale. Acquérir une compétence signifiait gagner de l'argent. Cela avait toujours été l'aspiration d'Oshin. Pour réaliser ce rêve, elle était prête à endurer toutes les épreuves. Ces journées se succédèrent pendant plus de 3 mois. Inconsciemment, Oshin commença à trouver la coiffure occidentale plutôt simple. Elle pensait pouvoir travailler de manière totalement indépendante. Mais en réalité, cela s'avéra loin d'être facile. Ce jour-là, une hôtesse de bar se rendit au salon. Pressée, elle insista pour que le personnel du salon lui coiffe les cheveux à l'occidental. Dans un salon de coiffure traditionnel, cela était strictement interdit. Mais pour donner à Oshin l'occasion de s'exercer, Taka enfreignit la règle. C'était la première fois de sa vie qu'Oshin avait l'occasion de coiffer une cliente. La soudaineté de cette opportunité fit naître en Oshin un sentiment d'appréhension. Même Taka se sentait incertaine. Nobuko se précipita dehors pour prier. Elle espérait que la première coiffure d'Oshin serait réussie. Mais les autres sœurs du salon attendaient de voir Oshin échouer. L'une d'elles déclara même qu'elle marcherait à l'envers si Oshin réussissait. Comme elle le craignait, la cliente fut insatisfaite du résultat. Taka proposa de ne pas lui faire payer la prestation si elle ne répondait pas à ses attentes. Mais la cliente insista, jurant de ne plus jamais revenir. Oshin se sentit terriblement coupable. Contre toute attente, la maîtresse prit la chose avec philosophie. Elle savait qu'Oshin avait fait de son mieux. Elle encouragea Oshin à ne pas se décourager. Oshin savait choisir la coiffure la plus flatteuse pour une cliente en fonction de la forme de son visage. La maîtresse considérait cela comme un talent en soi et pensait qu'une telle époque allait bientôt arriver. La prédiction de Taka fut bientôt mise à l'épreuve. Le lendemain, la serveuse du bar revint de manière inattendue, et demanda expressément à Oshin de la coiffer. Il s'avéra que la coiffure qu'elle avait initialement détestée était désormais louée par tout son entourage. Beaucoup remarquèrent qu'elle paraissait 10 ans plus jeune. Contre toute attente, Taka refusa sa demande cette fois-ci. Elle n'autoriserait jamais les coiffures occidentales dans son salon. Le cas précédent avait été une exception. Mais elle pouvait organiser une visite d'Oshin chez la serveuse. C'était la première fois dans sa vie qu'Oshin coiffait seule une cliente. Elle se sentait complètement désorientée, mais ne pouvait désobéir aux ordres de sa maîtresse. Travaillant de manière indépendante, sans les conseils de sa maîtresse, Oshin se montra exceptionnellement méticuleuse. Son dévouement lui valut l'approbation des autres serveuses du bar. Peu après, Oshin accueillit sa deuxième cliente. Cependant, elle refusa, car sa maîtresse lui avait demandé de ne coiffer qu'une seule personne ce jour-là. Elle ne pouvait pas prendre la décision de coiffer d'autres personnes. Les autres employés furent profondément émus par l'honnêteté d'Oshin. Ce qui les surprit encore plus, c'est que lorsque la coiffure fut terminée, Oshin ne savait pas combien facturer. Quand elle quitta le salon, son maître lui avait seulement dit de coiffer la cliente, pas de percevoir le paiement. Elle suivit donc simplement les instructions de son maître et se contenta de coiffer la cliente, sans même accepter de pourboire. De retour au salon, Oshin raconta son expérience à son maître. Le maître lui a dit: tu as très bien fait. C'est déjà une chance que quelqu'un te demande de lui coiffer les cheveux. Pour l'instant, contente-toi de t'entraîner assidûment. Quand je te dirai que tu peux facturer, tu le feras. Quant aux pourboires, ils sont la marque de gratitude des clients. Accepte-les si tu le souhaites. Taka a également informé les autres apprentis que s'ils le souhaitaient, ils pouvaient tous apprendre les coiffures occidentales. L'ancienne règle interdisant de travailler en dehors du salon n'était plus d'application. En plus de coiffer les hôtesses de bar, Oshin écrivait également à leur place des lettres d'amour à leurs bien-aimés. En signe de gratitude, les serveuses donnaient parfois des pourboires à Oshin, mais elle remettait chaque centime à son maître. Les jours passaient ainsi. La vie d'Oshin était bien remplie, mais elle se sentait profondément épanouie. Taka observait ses progrès avec une immense satisfaction. Oshin écrivait également à la place d'autres serveuses de bar. Ce qui l'a surpris, c'est que 3 femmes écrivaient des lettres d'amour au même homme, sans savoir que les autres écrivaient également. Oshin se demandait comment l'homme réagirait en recevant 3 lettres écrites de la même main. À mesure que les compétences d'Oshin en coiffure s'amélioraient, les apprentis plus anciennes du salon devinrent jalouses et commencèrent à la critiquer. Pour aider Oshin à échapper à cette situation délicate, Taka lui suggéra soudainement de partir. Elle savait très bien qu'Oshin était la dernière arrivée en tant que servante générale. Selon une vieille coutume, on ne pouvait pas passer outre celle qui était arrivée avant elle et la laisser partir avant la fin de son apprentissage. Si elle acceptait d'être payée par les clients, les autres membres du salon ne la laisseraient pas s'en tirer. Taka estimait que les compétences d'Oshin avaient atteint le niveau requis pour quitter son apprentissage.
Elle l'encouragea donc à se lancer seule. Les hôtesses du bar étaient ravies de l'indépendance d'Oshin. Elles souhaitaient toutes contribuer à sa nouvelle vie. Certaines organisèrent l'achat de literie. D'autres se chargèrent d'attirer des clients pour Oshin. L'idée de quitter cet endroit où elle subissait des regards froids, comme si elle était sur des charbons ardents, procura à Oshin un sentiment de soulagement. Même si elle rencontrait de nombreuses difficultés, le soutien d'Akiko et des autres lui apportait un certain réconfort, jusqu'à ce qu'elle trouve un logement. Oshin continua à aider l'établissement. Sa pratique consistant à rédiger des lettres d'amour pour les hôtesses du bar attira bientôt l'attention d'un gentleman en particulier. Reconnaissant l'écriture identique sur 3 lettres, l'homme développa une affection immédiate pour la rédactrice. Apprenant que la scribe était coiffeuse, il s'arrangea avec Akiko pour qu'Oshin travaille dans un café de Ginza. Contre toute attente, cette opportunité entraîna des problèmes considérables. Il s'avéra que Reiko, qui coiffait auparavant les hôtesses du bar, travaillait également ici. Oshin lui avait déjà pris son travail au bar, et maintenant elle venait à Ginza pour lui prendre une part du gâteau. Reiko ne pouvait naturellement pas le supporter. Cette fois, elle avait l'intention de régler ses griefs anciens et nouveaux. Oshin se retrouva donc dans une situation très délicate. Heureusement, un jeune homme sortit bientôt du café, sauvant Oshin de cette situation difficile. À ce moment-là, l'hôtesse qui sortit avec le jeune homme attira l'attention d'Oshin. Oshin n'aurait jamais imaginé rencontrer Kayo ici. Les 2 femmes s'étreignirent et pleurèrent amèrement. Aucune d'elles n'aurait pu prévoir de se retrouver à Tokyo. Kayo se sentait profondément coupable envers Oshin. Elle avoua avoir ouvert la lettre que Katea lui avait écrite et s'être rendue au rendez-vous à sa place. Pourtant, Oshin ne lui adressa pas le moindre reproche. Pour elle, seul le bonheur de Kayo et Katea comptait. Le problème, c'est que Kayo n'avait pas trouvé le bonheur qu'elle espérait. Katea aimait sincèrement Oshin. Il n'avait jamais éprouvé la moindre affection pour Kayo. Katea partait souvent sans un mot. Quant à savoir quand il reviendrait, ou même s'il reviendrait, Kayo n'en savait rien. Oshin la pressait de retourner à Sakata, car Shika n'était plus là et la branche Kaga n'avait personne pour en hériter. Si Kayo et Katea avaient été heureux ensemble, Oshin n'aurait jamais abordé le sujet. Elle estimait désormais que Kayo n'avait plus besoin de souffrir à Tokyo. Mais pour Kayo, même la plus infime lueur d'espoir valait la peine de s'y accrocher. Kayo décida de rester à Tokyo pour attendre Katea. Ce n'est qu'alors qu'Oshin comprit la profondeur de son amour. Oshin ressentit alors un soulagement inexplicable. Contre toute attente, le lendemain, Kayo changea à nouveau d'avis. Elle prévoyait de retourner à Sakata pour quelques jours afin de présenter ses excuses à sa famille, puis de revenir directement à Tokyo. Alors que Kayo s'apprêtait à partir, Riz fit son apparition. C'était l'homme qui avait initié Oshin au métier de coiffeuse. Riz présenta ses excuses à Oshin. Mais pour Oshin, la situation avait un goût amer et doux à la fois. Même si cela lui avait causé des ennuis, c'était là qu'elle avait rencontré Kayo, à la fois une perte et une rencontre précieuse. C'était leur première rencontre. Pour Oshin, Riz était un homme d'un autre monde. Oshin avait entendu parler de sa boutique de tissus, mais ne savait rien de ses activités commerciales. Elle trouvait simplement cet homme, qui fréquentait quotidiennement les bars et les restaurants, peu recommandable. Le 4e jour après le retour de Kayo à Sakata, Oshin prit le temps de ranger sa chambre. Elle voulait que Katea ait au moins un endroit confortable pour se reposer à son retour. En même temps, Oshin souhaitait silencieusement à Kayo et Katea un bonheur éternel. Ce jour-là marqua également le départ d'Oshin de chez son maître. Le jour du déménagement, aucune des sœurs du salon de coiffure ne vint dire au revoir à Oshin. Oshin s'y attendait depuis longtemps, mais elle trouva du réconfort dans le fait que toutes les hôtesses du bar étaient présentes. Elles apportèrent même à Oshin quelques articles ménagers indispensables. Quelqu'un avait même préparé des casseroles et des poêles pour elle, grâce à l'aide chaleureuse de tout le monde. La nouvelle maison d'Oshin prit rapidement l'allure d'un véritable foyer. Hélas, la coiffeuse s'avéra trop coûteuse. Aucune des serveuses ne pouvait se permettre un tel luxe. Mais bientôt, un magasin de meubles en livra une. En apprenant qu'elle venait de Riz, Oshin la refusa catégoriquement. À ce stade, Oshin n'éprouvait aucune affection pour Riz. À ses yeux, un homme qui jouait simultanément avec les sentiments de 3 femmes était tout à fait ennuyeux. Contre toute attente, Riz livra personnellement la coiffeuse le lendemain. Il expliqua à Oshin qu'il n'était pas le genre d'homme qu'elle imaginait. Ses visites quotidiennes dans les bars et les restaurants étaient uniquement destinées à promouvoir son magasin de tissus. Les lettres des serveuses n'avaient d'autre but que de le fidéliser comme client. Ce n'était pas son charme qui les attirait, mais plutôt le contenu de son portefeuille. Dans les jours qui suivirent, Oshin continua son travail habituel de coiffeuse. Ayant quitté la boutique de son maître, Oshin se retrouva avec beaucoup de temps libre. Elle pouvait même accepter, en plus, quelques travaux de couture de la part de clientes. Pendant ce temps, Kuniko tomba gravement malade. Kayo, souhaitant remplir son devoir filial auprès de sa grand-mère, dut rester temporairement à Sakata. Oshin continuait à aller régulièrement ranger la chambre vide. Mais désormais, elle n'attendait plus avec impatience le retour de Kayo. Elle espérait que Kayo oublierait Katea, resterait à Sakata et hériterait de la boutique de Kaga. Car elle savait que Kayo était comme une fleur de serre, suivre Katea ne lui apporterait que de la souffrance. Pendant ce temps, la boutique Kaga organisait le mariage de Kayo. Mais Kayo ne pouvait toujours pas oublier Katea. Si Katea revenait, elle abandonnerait sa grand-mère et suivrait son propre chemin quoi qu'il arrive. Elle plaçait son dernier espoir en Oshin. Un mois après qu'Oshin ait commencé à vivre de manière indépendante, elle retourna au salon de coiffure pour rendre visite à son maître et à ses sœurs.
apportant des cadeaux pour chacune d'entre elles. Oshin trouvait les coiffures occidentales moins laborieuses, ne facturant qu'1 centime par cliente. Elle coiffait environ 10 personnes par jour. Rien que sur la coiffure. Elle gagna ainsi $32 ce mois-là. Si on y ajoutait ses revenus de couturière et les pourboires des clientes, le total s'élevait à $47. 6 shillings et 5 pence. Voyant Oshin enfin réaliser ses aspirations, son maître éprouva une joie sincère pour elle. Ce soir-là, Oshin écrivit à sa mère. Après avoir mis de côté l'argent pour les cadeaux destinés à son maître et à ses sœurs, elle joignit à la lettre les 20 yens qu'il lui restait. Ces 20 yens, elle les avait gagnés de ses propres mains. Cela rappela à Oshin le jour où, à l'âge de 7 ans, elle avait été vendue contre un sac de riz pour travailler comme ouvrière. Et elle ne put s'empêcher d'être profondément émue. En revenant de la poste, Oshin rencontra à nouveau Riz. Il s'avéra que Caillot avait appelé de Sakata. C'était la première fois qu'Oshin se rendait dans la boutique de Riz. Tamura Trading était un grossiste en articles de laine, spécialisé dans les tissus pour costumes. Un monde inconnu pour Oshin. Mais à ses yeux, cet endroit débordait de vitalité. Caillot lui confia qu'elle allait bientôt se marier. Mais avant le mariage, si elle recevait des nouvelles de Katea, elle retournerait à Tokyo. L'attitude résolue de Caillot ne laissa pas Oshin indifférente. Malgré tout, elle se sentit attirée vers la maison vide. Or, contre toute attente, Katea allait justement revenir ce jour-là. Ces retrouvailles plongèrent Oshin dans une nouvelle angoisse, car le destin de Caillot était désormais entièrement entre ses mains. Katea se consacrait à la défense des masses laborieuses au bas de l'échelle sociale, vivant chaque jour dans une précarité incertaine. C'était précisément cet esprit intrépide qui lui avait valu un profond respect dans le cœur de Caillot et d'Oshin. Pourtant, à ses yeux, Caillot ne faisait que combler un vide en lui. Oshin, en revanche, était son véritable ancrage spirituel. Katea supplia Oshin de ne pas parler à Caillot de son retour. Pour elle, hériter de la boutique Kaga était la meilleure voie possible. Pour le bonheur de Caillot, Oshin décida de cacher le retour de Katea. Ainsi, le jour du mariage de Caillot, Oshin, avec des sentiments mitigés, choisit de sa propre main la voie que Caillot allait suivre. Elle souffrit, priant pour que cette décision apporte le bonheur à Caillot. Oshin ressentait une profonde culpabilité pour sa trahison. Mais lorsque Caillot apparut devant elle dans sa robe de mariée, et qu'elle vit les sourires soulagés sur les visages de ses parents et de sa grand-mère, Oshin sentit qu'elle avait fait ce qu'il fallait pour Caillot. Pour Caillot, cependant, cette issue fut insupportablement douloureuse. Dans son impuissance, elle reporta sur Oshin tout le bonheur auquel elle avait dû renoncer. En repensant à la vie d'Oshin, elle avait porté trop de fardeaux de ce genre pour les autres. Tout d'abord, elle venait de réaliser le dernier souhait de sa sœur aînée Haru. Maintenant, c'était l'amour de Caillot. Oshin ne se sentait pas accablée par ses confidences émotionnelles. Au contraire, elle devenait sa force motrice pour se battre dans la vie. Le véritable poids de la pression venait de sa famille restée au pays. Oshin profita donc de son séjour à Sakata pour rendre visite à sa famille. En seulement 3 ans, sa mère avait considérablement vieilli. Les mèches argentées à ses tempes témoignaient silencieusement de ses années de difficultés et de labeur. Fuji ne montra aucune joie au retour de sa fille. Pour elle, le seul souhait d'Oshin était que sa fille mène une vie agréable à Tokyo. Pendant ce temps, son père, tel un vampire, continuait à profiter des ressources d'Oshin. Pour avoir simplement pris la défense d'Oshin, Fuji dut faire face au mépris de son fils et fut injustement battu et réprimandé par son mari. Oshin décida d'emmener sa mère à Tokyo, mais Fuji refusa de devenir un fardeau pour sa fille. C'est alors seulement qu'Oshin comprit que, pour son propre bonheur, sa mère ne l'accompagnerait jamais à Tokyo. Elle décida donc de se sacrifier une fois de plus. Elle informa son père qu'elle enverrait désormais de l'argent à la maison chaque mois. L'argent n'avait que peu d'importance pour Oshin. Elle souhaitait seulement que tous les trois puissent vivre en harmonie à la maison. Oshin retourna donc à Tokyo, reprenant sa vie de coiffeuse. Pendant ce temps, Katea revint une fois de plus. Mais cette fois-ci, il semblait inhabituellement agité. Oshin souhaitait garder l'appartement afin qu'il ait au moins un endroit où séjourner chaque fois qu'il revenait. Mais Katea refusa sa gentillesse. Ayant trahi Caillot, Oshin savait qu'elle devait oublier Katea. Pourtant, en le revoyant, son ancien amour refit surface en elle. Oshin regretta d'avoir rompu si brusquement avec Katea. Le lendemain matin, Oshin arriva tôt à l'appartement. Mais Katea était déjà partie sans un mot, ne laissant qu'une note et un stylo sur la table. À ce moment-là, plusieurs inconnus firent irruption. Oshin reconnut rapidement l'identité des 2 hommes devant elle. C'étaient des policiers en civil venus arrêter Katea. Elle comprit que sa situation était extrêmement précaire. Les policiers l'interrogèrent toute la journée, mais elle ne révéla jamais où se trouvaient Katea et Caillot. Elle se contenta d'insister sur le fait qu'elle n'avait aucun lien avec cette affaire. Personne ne savait combien de temps cet interrogatoire allait durer. Oshin était folle d'inquiétude. Elle n'avait jamais manqué un rendez-vous avec un client. L'officier qui menait l'interrogatoire commençait à montrer des signes d'impatience. C'est alors qu'une nouvelle arriva d'en haut. Oshin fut soudainement libéré sans inculpation. Il s'avéra que Riz s'était porté garant pour elle. Riz lui était venu en aide à maintes reprises, laissant Oshin profondément reconnaissante. Pour elle, il restait un homme totalement impénétrable. Pourtant, voir son rire chaleureux dissipait instantanément la morosité qui assombrissait son cœur. Une journée entière de colère et de grief s'évanouissait dans les airs. Elle se délectait librement du délicieux repas que Riz lui avait offert. Mais Oshin ne s'attendait pas à recevoir soudainement un avis d'expulsion de la part du propriétaire. Il refusait d'héberger quelqu'un qui avait été au poste de police. Pour Oshin,
L'affaire entre Katea et Caillot était enfin réglée. Tenant le stylo que Katea avait laissé derrière lui, une douleur sourde s'éveilla dans son cœur. Oshin pria pour le retour sain et sauf de Katea, rêvant du jour où ils pourraient se revoir. À cet instant, elle oublia la chaleur de Riz et l'amertume d'être expulsée. Le lendemain, pour remercier Riz, Oshin lui apporta une bouteille de vin rouge. Riz lui proposa de financer un salon de coiffure pour elle. Cela lui permettrait non seulement d'augmenter ses revenus, mais aussi de résoudre son problème de logement. Mais Oshin déclina son offre. Elle préférait la facilité et la liberté de se rendre au domicile de ses clients. Elle n'était pas encore prête à abandonner ce mode de vie. Oshin n'avait aucune envie de chercher à comprendre les raisons de la gentillesse de Riz. Son seul objectif était désormais de trouver un moyen d'envoyer plus d'argent chez elle. Les hôtesses du bar ne s'en souciaient pas du tout. Une autre année passa rapidement, et Oshin fêta son 20e printemps. Cette année-là coïncida avec la Grande Dépression. Une période difficile pour tous les secteurs d'activité. Les hôtesses de bar se retrouvaient sans rien à faire jour après jour. La boutique de laine de Riz connaissait des difficultés sans précédent. Pourtant, seule l'activité d'Oshin prospérait. En effet, elle facturait la moitié du tarif habituel. Un jour, la mère de Riz arriva à l'improviste à Tokyo. Le voyage l'avait tellement épuisée qu'elle n'avait même pas la force d'aller au salon de beauté. Riz se souvint alors d'Oshin. Après avoir reçu l'invitation, Oshin se présenta comme promis. Riz lui expliqua discrètement que sa mère serait la cliente qui aurait besoin de ses services. Oshin comprit immédiatement qu'il s'agirait d'une cliente exigeante. Heureusement, la mère de Riz fut pleinement satisfaite du travail d'Oshin. Elle la complimenta même abondamment devant Riz. Oshin poussa un soupir de soulagement, comme si elle venait d'accomplir une tâche importante. Le majordome Wu remit à Oshin une somme d'argent en guise de cadeau d'adieu de la part de Riz. Mais Oshin ignorait tout de cet arrangement. Elle demanda au majordome Wu de reprendre l'argent. Cela plongea le majordome Wu dans un état de panique. Fort de ses 60 années de célibat, il supposa qu'Oshin jouait la carte de la fermeté. Il se dit que si elle pouvait rompre ses liens avec le jeune maître, le prix pourrait être renégocié, contre toute attente. Cette décision a profondément irrité Oshin. Le majordome Wu n'a pu que s'éclipser. Honteux, contre toute attente. À son retour chez lui, il a immédiatement été soumis à la tirade furieuse de Riz. Il s'est avéré que le mariage n'était que l'idée de Riz. Oshin n'en savait vraiment rien. Riz avait initialement l'intention d'obtenir d'abord le consentement de sa mère avant de demander Oshin en mariage. Contre toute attente, le majordome Wu avait gâché toute l'affaire. Pourtant, dans le cœur d'Oshin, Riz restait un homme qui n'avait absolument rien à voir avec elle. Les paroles du majordome Wu la mirent dans une colère noire. Si elle avait eu des sentiments pour Riz, elle aurait peut-être pu le supporter, mais elle ne ressentait vraiment rien pour lui. Elle ne pouvait pardonner une telle insulte. Riz, rongé par la culpabilité, partit à la recherche d'Oshin. À ce moment précis, Oshin était également en route pour le retrouver. Pour clarifier les choses, ils convinrent de se retrouver après 7 heures au restaurant de bœuf pour discuter sérieusement. Sa mère avait organisé un rendez-vous arrangé pour Riz, mais il lui avait délibérément posé un lapin, la laissant complètement embarrassée. Ce qui l'a mis encore plus en colère, c'est que le majordome Wu l'informa que le jeune maître courtisait sans cesse cet Oshin. Après une longue journée de travail, Oshin fit irruption dans le restaurant de bœuf où elle et Riz avaient convenu de se retrouver. Riz présenta ses excuses sincères à Oshin tout en lui révélant ses véritables sentiments. Il s'avéra qu'1 an et demi plus tôt, il avait déjà envisagé d'épouser Oshin. Cette révélation surprit véritablement Oshin, car elle n'avait absolument pas conscience de l'affection que Riz lui portait. Le soir même, Oshin reçut une lettre envoyée par son père. Cette missive laconique semblait avoir été écrite par quelqu'un d'autre à sa demande. En la lisant, le cœur d'Oshin se serra. Elle n'avait jamais reculé devant le travail acharné ou les épreuves. Mais son père exigeait sans cesse qu'elle envoie tous ses gains à la maison, invoquant le mariage imminent de son frère pour justifier ses exigences. Il blessa profondément Oshin. En contemplant un avenir aussi sans issue, Oshin se sentit complètement découragée, d'autant plus qu'elle venait de refuser la demande en mariage de Riz. À bien y réfléchir, même si elle n'était pas particulièrement attirée par Riz, elle avait finalement sacrifié son propre mariage pour envoyer de l'argent à la maison. Cette prise de conscience lui semblait profondément pitoyable et misérable. S'accuse avait décidé de construire une nouvelle maison pour marier son fils. Cependant, bien que les constructeurs aient déjà commencé les travaux, le financement de la maison n'était toujours pas assuré. Fuji, le cœur brisé pour sa fille, lui écrivit une lettre à l'insu de son père, l'exhortant à cesser d'envoyer de l'argent à la maison. Elle conseilla à Oshin d'économiser le reste de ses gains et de commencer à réfléchir à son propre mariage. Cette lettre réchauffa le cœur d'Oshin. Si les demandes incessantes de son père la laissaient de marbre, l'inquiétude de sa mère lui apportait du réconfort. Si la maison était construite et que ses parents et son frère pouvaient vivre heureux, alors leur envoyer ses gains serait tout à fait normal. Oshin estimait que c'était son devoir en tant que fille, afin d'envoyer autant d'argent que possible à la maison. Oshin refusa la demande en mariage de Riz. Elle travaillait jour et nuit, coiffant les cheveux le jour et cousant la nuit, sans jamais se reposer. Elle profitait de chaque instant pour faire de la couture, travaillant sans relâche jour et nuit. Le corps d'Oshin finit par lâcher. Le médecin insista pour qu'elle soit hospitalisée immédiatement. Akiko se précipita pour informer Riz de la nouvelle, connaissant ses sentiments pour Oshin. À ce moment-là, Riz était en conflit avec sa mère. La nouvelle de la maladie d'Oshin le rendit incapable de rester assis, sans tenir compte des sentiments de sa mère. Il choisit Oshin. L'état d'Oshin n'était pas grave,
il s'agissait simplement d'épuisement et d'une extrême faiblesse. Cependant, le repos au lit était impératif. Sinon sa vie pourrait être en danger. Pendant toute la durée de l'hospitalisation d'Oshin, Riz resta à ses côtés jusqu'à ce qu'elle soit hors de danger. Entre-temps, Madame Tamura arriva à l'hôpital et insista sur le fait que leur mariage était impossible à moins que Riz ne rompe tous les liens avec sa famille. Face à l'ultimatum de sa mère, Riz ne vacilla pas. Au contraire, sa détermination à épouser Oshin n'en était que plus forte. Il a dit à sa mère qu'il pouvait rompre les liens avec sa famille à tout moment. Madame Tamura est partie en colère. Pendant ce temps, le cœur d'Oshin était agité par une émotion inattendue, bien qu'elle ait refusé la demande en mariage de Riz. Celui-ci n'a pas renoncé à la courtiser. Oshin est resté à l'hôpital pendant 10 jours avant que les médecins ne l'autorisent à sortir. Pendant toute la durée de son séjour à l'hôpital, Riz lui rendit visite tous les jours pour s'occuper d'elle. Le jour de sa sortie, il vint chercher Oshin et régla ses frais d'hospitalisation. Mais Oshin refusa de contracter une nouvelle dette de gratitude. Elle insista pour rembourser à Riz les frais d'hospitalisation, sachant qu'il s'agissait d'argent qu'Oshin avait l'intention d'envoyer chez elle. Riz la pressa de le rembourser plus tard. Mais Oshin a tout de même insisté pour le lui donner immédiatement. Le majordome Wu, apprenant la situation difficile dans laquelle se trouvait son fils, lui a fait une suggestion. S'il aimait vraiment autant Oshin, il pouvait la prendre comme concubine. Mais nous n'étions plus à l'époque féodale. Ces pratiques barbares appartenaient depuis longtemps au passé. Même si cela avait été possible à l'époque, Riz n'aurait jamais pu accepter une telle chose. Sur ces mots, il a sorti l'argent qu'il avait initialement préparé pour payer les frais d'hospitalisation d'Oshin. Le majordome Wu n'avait plus rien à dire. Pendant la convalescence d'Oshin à la maison, Riz continua à lui rendre visite tous les jours. À chaque fois, il apportait des compléments alimentaires à la jeune femme. Et à chaque fois, il les déposait devant la porte, sans la moindre inconvenance. Ces attentions courtoises finirent par susciter une certaine affection chez Oshin envers Riz. Ce soir-là, le père d'Oshin arriva à l'improviste à Tokyo. Il s'avéra que pendant sa maladie, Oshin n'avait pas envoyé d'argent à sa famille, ce qui avait motivé la visite de son père. C'était la première fois que Sakus se rendait dans la ville animée de Tokyo. Oshin se prépara à acheter du saké afin de célébrer comme il se doit l'arrivée de son père. Mais celui-ci lui fit des reproches, lui faisant remarquer qu'elle avait de l'argent pour s'acheter de nouveaux vêtements, mais pas pour en envoyer à sa famille. Oshin estimait avoir rempli son devoir de fille envers sa famille. Face aux exigences incessantes de son père, Oshin eut soudain une idée qui ne lui était jamais venue auparavant. Elle dit à son père qu'elle allait peut-être bientôt épouser Riz. Sakus sabota le mariage afin de s'assurer que sa fille continuerait à envoyer de l'argent à la maison. Pour lui, construire une maison pour la famille était bien plus important que le mariage de sa fille. Il ne consentirait en aucun cas à son mariage. Oshin ne comprenait pas l'état d'esprit de son père. À partir de ce jour, elle cessa de se préoccuper autant de sa famille. Riz ressentit à la fois de la joie et de l'inquiétude face au changement soudain d'Oshin. Il avait hâte de connaître ses véritables pensées. Oshin lui confia ses sentiments les plus intimes. En entendant cela, Riz fut complètement rassuré. Il décida d'abandonner tout ce qu'il avait pour avoir la chance d'être avec Oshin. Mais Oshin insista pour continuer à envoyer de l'argent à sa famille pour la construction de la maison, ce qui signifiait que le mariage devrait attendre. Riz se montra compréhensif à ce sujet, puisqu'Oshin refusait son aide. Il respecterait ses souhaits. Oshin et Riz décidèrent de surmonter ensemble tous les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin. C'est peut-être précisément l'opposition de leur entourage qui rendit leur pas plus déterminés. À partir du moment où ils se sont engagés l'un envers l'autre, Oshin s'est lancé dans une nouvelle vie, libéré du fardeau d'envoyer de l'argent à sa famille pour la maison de son frère. Son cœur se gonfla d'espoir à l'idée d'un avenir partagé avec Riz. Mais le monde ne se déroula pas aussi bien que Oshin l'avait imaginé. Le majordome Wu fut le premier à exprimer son opposition lorsqu'il apprit les fiançailles de Riz et Oshin. À ses yeux, Oshin restait la fille d'un métayer qui n'avait même jamais fréquenté l'école primaire. Pour surmonter cet obstacle initial, Riz prit une décision soudaine qui surprit tout le monde. Il annonça à Oshin qu'il se marierait le jour même, sans robe de mariée ni bénédiction des invités. Leur cérémonie fut simple mais sacrée. Oshin se souvint soudain du mariage somptueux de Kayo, mais elle ne ressentit aucune envie. Elle croyait que le bonheur consistait à être unie à l'homme qu'elle aimait vraiment. Après la cérémonie, Oshin suivit Riz dans la maison du marchand. Leur union était désormais un fait accompli, laissant le majordome Wu impuissant à intervenir. Oshin emporta toutes ses affaires avec elle, car lorsqu'il quitterait finalement la maison du marchand pour vivre de manière indépendante, il ne pourrait rien emporter. Oshin s'était préparé mentalement à emménager avec Riz. Bien que doux et gentil, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir le mécontentement du majordome Wu. Le majordome Wu veilla toute la nuit devant la porte du jeune maître. Au moindre bruit provenant de l'intérieur, il feignait de tousser à l'extérieur. Son seul but était de faire reculer Oshin. À cet égard, Oshin s'était elle aussi préparée mentalement. Lors de son deuxième jour dans la maison du marchand, Oshin bouleversa la hiérarchie maître-serviteur de la maisonnée. Non seulement elle invita le majordome Wu à dîner à leur table, mais elle le traita avec le respect dû à un père. Mais le majordome Wu était un homme d'ancienne génération. Un tel traitement dépassait ses rêves les plus fous. Après avoir terminé ses tâches ménagères, Oshin sortit comme d'habitude pour coiffer ses clientes. Elle resta occupée jusqu'à l'heure du dîner et rentra tard. Le majordome Wu saisit cette occasion pour se plaindre davantage. Une femme mariée qui négligeait son foyer jour après jour,
uniquement concentrée sur le fait de gagner de l'argent pour construire une maison pour sa famille natale. Une telle femme ferait mieux d'être renvoyée avec un peu d'argent. Voyant que Rhys n'avait plus rien à dire, le majordome Wu eut l'impression d'avoir remporté la victoire finale. Mais lorsqu'il se rendit à la cuisine pour préparer le dîner, il découvrit qu'Oshin lui avait laissé une lettre. Il s'avéra qu'avant de partir, Oshin avait déjà préparé le repas. Il suffisait de le réchauffer dans la marmite. Le majordome Wu ne s'attendait pas à ce qu'Oshin sache écrire, et l'écriture lui sembla étrangement familière. C'est alors que Rhys lui révéla le mystère. Il s'avéra que la personne qui écrivait les lettres pour les hôtesses du bar n'était autre qu'Oshin. À l'époque, le majordome Wu n'avait pas cru qu'une telle écriture pouvait provenir d'une femme. Rhys informa le majordome Wu qu'Oshin possédait des compétences encore plus grandes. Pendant qu'elle travaillait à Sakata, son employeur lui avait enseigné la comptabilité, ainsi que la cérémonie du thé et l'ikebana, l'art floral japonais. Le majordome Wu avait du mal à croire qu'une personne qui n'avait jamais fréquenté l'école primaire puisse maîtriser autant de compétences. Pour vérifier cela, le majordome Wu sortit les registres comptables du magasin et demanda à Oshin de les calculer. Non seulement Oshin mit de l'ordre dans les comptes, mais elle découvrit également des problèmes au sein du magasin. La société commerciale semblait prospère en apparence, mais elle était perpétuellement déficitaire. Même les comptes de l'année dernière n'avaient pas été payés. Avec des marchandises expédiées mais aucun fonds reçu, l'entreprise était vouée à s'effondrer tôt ou tard. Peu à peu, l'opinion de Butler Wu sur Oshin commença à changer. Ce qui le convainquit vraiment, ce fut l'accord commercial étranger de Rhys. Les marchands étrangers exprimèrent soudainement le désir de découvrir la véritable cérémonie du thé local, ce qui plongea Butler Wu dans la panique. Il était trop tard pour chercher un professionnel. Oshin n'avait d'autre choix que de prendre les choses en main. Son talent impressionna profondément les marchands étrangers. Grâce à cela, Rhys réussit à conclure l'accord. Ce contrat était crucial pour la survie même de la maison de commerce. À ce stade, Oshin avait gagné le respect total de Butler Wu. Peu après, un invité mystérieux arriva à la maison de commerce. Cette personne n'était autre que le père de Rhys. Sa visite avait pour but spécifique de discuter du mariage de Rhys et Oshin. Avant que son père n'ait pu prendre la parole, Rhys déclara sa position. Il resterait avec Oshin quoi qu'il arrive. Il quitterait la maison de commerce le lendemain. À sa grande surprise, son père ne s'opposa pas à leur union. Au contraire, il leur offrit la boutique de Tokyo en cadeau de mariage. C'était une lettre du majordome Wu qui l'avait fait changer d'avis. Dans cette lettre, le majordome Wu couvrait Oshin d'éloges, affirmant que le sens des affaires d'Oshin surpassait de loin celui de Rhys. Le majordome Wu était au service de la famille Tamura depuis l'âge de 12 ans et avait toujours fait preuve d'un dévouement sans faille. Rhys lui-même avait été élevé sous sa garde. C'était un homme en qui il avait confiance et qui ne se trompait jamais sur le caractère des gens. En signe d'approbation pour sa future belle-fille, le père de Rhys donna également discrètement une somme d'argent à Oshin, à l'insu de sa femme. Cette reconnaissance de la part de son beau-père réchauffa le cœur d'Oshin. Mais alors qu'elle savourait ce bonheur, le malheur frappa. Son père, resté à la campagne, tomba soudainement gravement malade. Face à ce revirement de situation, Oshin se sentit déchiré. Rentrer chez elle pour des funérailles pendant sa lune de miel n'était pas une mince affaire pour la famille Tamura. Contre toute attente, son beau-père ne montra aucune inquiétude à ce sujet, allant même jusqu'à demander à Rhys d'accompagner Oshin chez elle. Pourtant, son père, qui vivait à la campagne, n'avait jamais consenti à leur mariage. Oshin était profondément inquiète, craignant que son père ne supporte pas le choc de voir Rhys. Rhys ne pouvait que rester à Tokyo pour le moment. Oshin retourna donc seul dans sa ville natale, qu'elle avait abandonnée depuis longtemps. Mais l'état de la maison familiale la laissa complètement découragée. La nouvelle maison qu'elle avait payée était devenue la résidence de son frère et de sa belle-sœur. Pendant ce temps, son père, désormais sur son lit de mort, vivait toujours dans une cabane délabrée. Oshin estimait que son père méritait de résider dans la maison qu'il avait construite avec les économies de toute une vie, au moins pendant quelques jours. Furieuse, elle fit irruption dans la nouvelle maison et exigea que son frère et sa belle-sœur la quittent. Face à un tel comportement de la part de ses frères et sœurs, Oshin ressentit une profonde tristesse pour son père. Elle eut aussi le sentiment que tous ses sacrifices passés avaient été inutiles. Le seul réconfort de ce retour au pays vint des dernières paroles de son père. Sakuse reconnut le dévouement d'Oshin envers la famille. Il a également exprimé ses regrets d'avoir auparavant empêché le mariage de sa fille. Maintenant que la maison était terminée, son plus grand souhait était qu'Oshin trouve un bon foyer. C'est alors qu'Oshin a vraiment compris le cœur de son père. Pour lui épargner tout regret persistant, Oshin a finalement révélé son mariage avec Rhys. Sakuse n'avait plus aucun regret. Avec ses dernières forces, il a bu un bol de saké de mariage offert par Oshin. Et avec ce bol de saké, sa vie misérable touchait à sa fin. Avec la disparition de son père, Oshin savait bien que vivre avec son frère et sa belle-sœur n'apporterait pas le bonheur à sa mère. Elle souhaitait que sa mère puisse retourner à Tokyo avec elle. Mais l'idée de « retourner à ses racines » rendait sa mère totalement réticente à quitter cette terre. À ce moment-là, des inconnus arrivèrent soudainement à la maison. Il s'avéra que Katea avait tenu parole. Il s'était efforcé sans relâche d'améliorer la vie des métayers. Le frère d'Oshin était d'ailleurs devenu l'un d'entre eux. Oshin n'aurait jamais pu imaginer retrouver Katea chez elle. Pour Katea aussi, ce fut une joie inattendue. Mais lorsqu'il apprit qu'Oshin s'était déjà marié, son cœur se remplit de tristesse. Cependant, vu la situation, il parvint à réprimer ses sentiments et lui offrit ses bénédictions. Ayant rompu ses liens avec Katea, Oshin sentit un poids lui être enlevé du cœur. Ainsi,
Après avoir fait ses adieux à son premier amour, Oshin quitta une nouvelle fois sa ville natale. Au lieu de retourner directement à Tokyo, Oshin fit un détour par Sakata. Bien que Kayo se soit marié et ait hérité de la branche Kaga, sa vie n'était pas heureuse, car dans son cœur, les pensées de Katea persistaient. Si elle apprenait des nouvelles de Katea, elle quitterait encore sa maison sans hésiter. Pour que Kayo abandonne tout espoir, Oshin continua de cacher la présence de Katea. Cependant, la rencontre avec le mari de Kayo fut une révélation pour Oshin. Elle comprit alors qu'elle avait commis une erreur en cachant la vérité. Cet homme n'était pas digne qu'on lui confie sa vie, c'était un fêtard invétéré qui ne restait jamais à la maison. Voir l'existence infernale de Kayo déchira le cœur d'Oshin. Cela la rendit profondément heureuse d'avoir rencontré Riz. Le malheur de Kayo ne fit que renforcer chez Oshin la détermination à bâtir une nouvelle vie avec Riz. De retour à Tokyo, elle et Riz rendirent visite à Taka, avec moins de clients recherchant des coiffures japonaises. Le salon de beauté de Taka connaissait des difficultés. Les autres sœurs du salon s'étaient toutes converties aux coiffures occidentales, ne laissant que Nobuko derrière elle. Taka était heureuse qu'Oshin ait trouvé son bonheur, mais son sourire était teinté de tristesse. Le salon, autrefois florissant, n'était plus que l'ombre de lui-même. Oshin comprenait parfaitement que le cours des choses était inéluctable. Après son mariage, Oshin continua à faire des petits boulots, mais ceux-ci se limitaient à coiffer quelques serveuses qu'elle connaissait bien au café. Elle consacrait le reste de son temps aux tâches ménagères, et aidait parfois à la chambre de commerce, profitant de l'occasion pour se familiariser avec son fonctionnement. Pour diverses raisons, le banquet de mariage d'Oshin et Riz n'avait pas encore eu lieu. À l'initiative d'Akiko, une fête fut organisée pour eux à l'Atelier Café. Personne n'était plus heureux ce jour-là que le majordome Wu. Il but jusqu'à en perdre connaissance et, enhardi par l'alcool, se mit à danser seul. En voyant cela, Oshin ressentit une profonde gratitude. Elle se souvint que le majordome Wu s'était autrefois opposé avec véhémence à son mariage avec Riz, mais qu'il leur offrait maintenant ses sincères félicitations pour leur union. Oshin décida de ne jamais abandonner le majordome Wu. Alors que les festivités battaient leur plein, un vendeur fit soudainement son apparition, mettant instantanément Oshin sur les nerfs. Le vendeur avait reçu une nouvelle confirmée, leur plus gros client était au bord de la faillite. Cela signifiait que les marchandises vendues à crédit pendant 6 mois étaient probablement irrécouvrables. Mais Riz était désormais complètement ivre, et il fallait prendre des décisions immédiates. Oshin savait très bien que Riz n'aimait pas qu'elle se mêle des affaires, mais elle ne pouvait plus attendre. Elle demanda au personnel de préparer le camion de livraison à l'avance. Une fois que le tailleur aurait déclaré faillite, les créanciers se précipiteraient en masse. Ils devaient récupérer les marchandises avant la ruée. Le scénario même qu'Oshin avait redouté peu de temps auparavant s'était finalement réalisé. Pourtant, Riz et le majordome Wu restaient totalement inconscients de la situation. Tôt le lendemain matin, Oshin convoqua tous les vendeurs, avant que le magasin de costumes ne fasse faillite. Ils récupérèrent les marchandises fournies à crédit, contre toute attente. Lorsque Riz redevint sobre, il se mit en colère à cause de cette action. Il pensait qu'en récupérant les marchandises, le magasin de costumes allait certainement faire faillite. Si le magasin de détail faisait faillite, leur activité de gros n'aurait plus de base. De plus, un tel comportement était contraire à l'éthique pour un commerçant. Pourtant, Oshin pensait n'avoir rien fait de mal. Kuniko lui avait conseillé que lorsqu'on voyait un magasin de détail échouer, il fallait agir plus vite que les autres. Riz trouvait cette approche totalement dépourvue de compassion. Il ne pourrait jamais se résoudre à faire une telle chose. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Oshin réalisa que Riz et elle avaient des opinions diamétralement opposées sur les affaires. Sur l'insistance de Riz, Oshin n'eut d'autre choix que de rendre les marchandises à la boutique de tailleur. Mais à ce moment-là, un associé de Riz arriva à l'improviste à la boutique. Lui aussi était fournisseur du tailleur. Mais il n'avait pas eu autant de chance. Après la faillite du tailleur, les créanciers avaient emporté tout le stock du magasin. Bien que la décision d'Oshin ait permis à l'association des commerçants de récupérer la plupart des marchandises, Riz ne ressentait pas la moindre joie, mais sombrait au contraire dans un profond désespoir. Le majordome Wu informa alors Oshin que le tailleur en faillite possédait également une usine de confection. La construction de cette usine avait été une initiative de Riz, avec des fonds substantiels investis par l'association des commerçants. Riz, un homme d'une formidable assurance, avait désormais subi les conséquences de son excès de confiance. Ce n'est qu'alors qu'Oshin comprit pourquoi Riz avait été si furieux qu'elle récupère les marchandises. Cela avait porté atteinte au cœur même de sa fierté. L'effondrement de la boutique de tailleur déclencha une réaction en chaîne. L'association des commerçants était désormais confrontée à des difficultés sans précédent. Les créanciers se présentaient en nombre toujours plus grand. Désormais, le ménage n'avait même plus les moyens d'acheter du riz. Oshin savait que le commerce de gros était en difficulté, mais elle n'aurait jamais imaginé que la situation serait aussi grave. Elle n'avait d'autre choix que de retirer en secret l'argent que son beau-père avait mis de côté pour leur banquet de mariage afin de couvrir l'urgence. Le majordome Wu, bien qu'un peu vieux jeu, n'était pas inflexible. À ce moment-là, Nobuko, du salon de coiffure, rendit une visite inattendue. À l'approche de la fin de l'année, le salon du maître était soudainement devenu très fréquenté. Nobuko craignait que le maître ne puisse pas s'en sortir seul. Alors elle vint demander de l'aide à Oshin sans lui en parler. Après avoir obtenu le consentement de Riz, Oshin retourna une fois de plus au salon de beauté de son maître. Ce n'est que le matin du premier jour de la nouvelle année qu'Oshin rentra enfin chez elle. En guise de paiement pour son travail,
Taka donna 50 yens à Oshin. Oshin demanda au majordome Wu d'utiliser ces 50 yens pour régler les dettes. Contre toute attente. Cela blessa une fois de plus la fierté de Riz. Il dit à Oshin de ne plus jamais se mêler des questions financières. Pourtant, Oshin pensait que dans les moments difficiles, les époux devaient se soutenir mutuellement. Pour sortir de cette impasse, Riz continua à s'activer. Mais les marchandises de l'entrepôt ne trouvaient toujours pas preneur. La concurrence dans le commerce devenait chaque jour plus féroce. Le majordome Wu suggéra de fermer complètement le magasin si nécessaire. Mieux valait retourner à Saga que de mourir de faim ici. Le magasin de Saga avait des fondations solides. Et comme la famille était propriétaire de vastes terres, la vie y serait beaucoup plus confortable. Aux yeux du majordome Wu, Saga était un endroit favorable. Mais Oshin voyait les choses différemment. Sa belle-mère n'avait jamais reconnu son mariage avec Riz. Pour éviter de retourner à Saga, Oshin chercha à nouveau du travail dans le salon de beauté de sa maîtresse. Sa maîtresse avait supposé qu'Oshin avait fait un bon mariage, sans imaginer que sa vie avait basculé dans une telle détresse. Riz désapprouvait fortement le fait qu'Oshin travaille à l'extérieur. Il refusait de compter sur les revenus d'une femme pour subvenir aux besoins de la famille. Mais Oshin avait ses propres raisons. Riz et le majordome Wu pouvaient toujours retourner à Saga si la vie à Tokyo s'avérait intenable. Mais Saga n'avait pas de place pour Oshin. Sur ce point, Oshin en était parfaitement consciente. Sa décision de travailler découlait uniquement de son désir de bonheur conjugal. Mais Oshin n'aurait jamais pu prévoir que cet acte jetterait une ombre indélébile sur sa relation avec Riz. Un mois passa en un clin d'œil. Oshin remit l'intégralité de son salaire au majordome Wu afin de couvrir le déficit de la chambre de commerce. Peu après, Riz conclut un important contrat commercial. Mais peu après la livraison des marchandises, l'acheteur les revendit à bas prix et s'enfuit avec l'argent. Riz n'avait jamais connu un revers aussi cuisant. La frustration et l'impuissance le laissèrent complètement découragé. Pourtant, Oshin restait indifférente à cette affaire. Elle pensait que quiconque comptait sur la tromperie pour gagner sa vie était vraiment pitoyable. Comme nous n'en étions pas encore réduits à tromper les autres pour survivre, nous devrions nous estimer heureux. Le majordome Wu trouva une part de vérité dans les paroles d'Oshin. Mais Riz n'entendit pas les paroles d'Oshin dans son cœur. Après ce coup dur, il ne trouva plus la force de diriger la maison de commerce. Au lieu de cela, il se mit à dépenser sans compter, noyant son chagrin dans l'alcool. Pour couvrir ses dettes d'alcool, Oshin demanda à plusieurs reprises à son maître de lui avancer son salaire. Le maître ne pouvait plus le supporter. Elle estimait qu'un homme qui s'effondrait au premier revers était tout à fait indigne d'être le mari d'Oshin. Comme il ne montrait aucun espoir, elle devait envisager de le quitter. Bien que les paroles du maître aient semblé dures, elles contenaient une part de vérité. Elle travaillait sans relâche pendant la journée et restait éveillée tard pour coudre pour les autres. Les dépenses inconsidérées de Riz finirent par pousser Akiko à bout. Après s'être couvert de honte devant tout le monde, il rentra chez lui pour passer sa colère sur Oshin. Il avait complètement oublié que sans les sacrifices d'Oshin, la boutique aurait fait faillite depuis longtemps. Il transforma son incompétence en un torrent de rage qu'il déversa sur Oshin. Oshin savait très bien que sans son travail, il n'y aurait pas de riz à mettre sur la table. Pourtant, ses efforts blessaient la fierté de Riz. À ce stade, le divorce semblait être la seule issue pour Oshin. Mais alors qu'elle était résolue à quitter Riz, elle découvrit qu'elle était enceinte. Pour le bien de l'enfant à naître, Oshin n'avait d'autre choix que de se résigner à son sort. Afin de sauver son mariage, elle démissionna du salon de beauté. Entre-temps, Riz avait déjà décidé de retourner à Saga. Mais Oshin refusa catégoriquement d'y retourner. Riz lui donna deux choix, vivre séparément ou divorcer. Si elle n'avait pas été enceinte, Oshin aurait choisi le divorce sans hésiter. Pour le bien de l'enfant, elle ne pouvait que remettre une fois de plus son destin entre les mains de Riz. Oshin abandonna complètement son travail pour se consacrer entièrement à sa famille. Mais la pauvreté était une réalité inéluctable pour Riz. Il ne pouvait même pas rassembler 10 yens pour payer la facture d'électricité. Oshin adopta délibérément une attitude détendue et décontractée. Bien que la pauvreté la gênât, elle restait imperturbable, refusant de chercher du travail. Elle attendait le moment où leur vie toucherait le fond. N'ayant pas d'autre choix, Riz envisagea de vendre le magasin pour se lancer dans d'autres entreprises. Mais Oshin n'était pas d'accord. Elle pensait que la maison et le stock de tissus étaient leurs biens les plus précieux. Ils étaient encore loin de la véritable misère. Pourtant, ce soir-là, il n'y avait pas de riz à cuisiner. Mieux valait se coucher tôt. Voyant sa femme souffrir de la faim à la maison, Riz ne pouvait plus supporter de rester. Il finit par abandonner ses airs de maître et, sans vergogne, emprunta 100 yens au fils d'un métayer de son village natal. Poussé par la nécessité, Riz devint un homme changé. Ses valeurs ayant complètement basculé, il traitait désormais avec des marchands, petits et grands, tous ceux qui pouvaient lui rapporter de l'argent. Ce fut la première et dernière période de tranquillité pour Oshin. Riz repéra rapidement une opportunité commerciale. Il remarqua une augmentation soudaine de la demande en vêtements pour enfants sur le marché. Mais la fabrication de vêtements nécessitait un capital important. Oshin suggéra de vendre le stock de tissus en laine pour résoudre le problème. Elle pensait que la production de vêtements pour enfants correspondait à la demande du marché. La priorité était désormais de convertir le stock de tissus en argent. Si tout le reste échouait, il pourrait le vendre aux enchères au marché nocturne. Riz protesta, trouvant cela trop humiliant. Mais Oshin n'était pas d'accord, que ce soit dans un magasin ou dans la rue. Le succès résidait dans la conclusion de la vente. Oshin décida discrètement de monter un étal et de vendre le stock aux enchères. Lorsque Riz fut sorti,
Elle renvoya habilement le majordome Wu. Elle était déterminée à agir. Si elle réussissait, elle pourrait convaincre Reese et le majordome Wu avec des résultats. Cette pensée remplit Oshin d'excitation. Mais elle ne comprenait pas à quel point un tel acte était imprudent et périlleux dans cette société perfide. Trouvant un emplacement vacant sur le marché, Oshin accrocha une enseigne. Adoptant le ton des autres vendeurs, elle commença à vanter ses marchandises. Rapidement, les clients se rassemblèrent autour d'elle. Les tissus qu'Oshin avait apportés étaient non seulement de bonne qualité, mais leur prix était 2 fois moins élevé que celui pratiqué dans les magasins. La plupart se vendirent donc rapidement. Alors que les affaires d'Oshin étaient en plein essor, plusieurs voyous vinrent soudainement chercher des ennuis. Il s'avéra que cet endroit était le territoire d'un gang. Personne ne pouvait y installer un étal sans leur permission. Mais Oshin, ignorant ces règles, insista pour défendre sa cause et finit par subir une lourde perte. Heureusement, un homme apparut juste à temps pour sauver Oshin de cette situation difficile. Cet homme était clairement un chef de gang mineur. Il ordonna à Oshin de rentrer immédiatement chez elle. Ce n'était pas un endroit pour une femme. Oshin rentra chez elle découragée, le corps couvert de bleu et meurtri. Mais en arrivant, elle découvrit que son sac à main avait disparu. Il avait dû lui glisser des mains pendant qu'elle rangeait ses affaires. C'est seulement à ce moment-là que Reese comprit qu'Oshin s'était installé au marché nocturne. Il était complètement exaspéré par son imprudence. Ce marché nocturne avait toujours été sous le contrôle du gang. Même la police fermait les yeux. Reese lui fit remarquer que même si on lui avait confisqué son argent et ses marchandises, elle n'avait aucun recours pour obtenir justice. Elle pouvait s'estimer heureuse d'être rentrée vivante. Ce n'est qu'alors qu'Oshin comprit la gravité de la situation. Pourtant, une obstination rebelle subsistait en elle. Elle bouillait de haine envers ses scélérats. Mais le lendemain, l'un de ces voyous se présenta à sa porte sans provocation. La colère d'Oshin n'était pas encore retombée. Reese savait que des ennuis allaient bientôt surgir une fois que les gangsters seraient venus. Mais Oshin n'avait pas pensé aussi loin. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était le portefeuille qu'elle avait perdu la nuit précédente et l'injustice qu'elle avait subie. Bien que Ken fût un vendeur ambulant, il ne s'était jamais abaissé à commettre des petits larcins. Il expliqua à Oshin que les gangsters avaient divisé le bord de la route en sections et les avaient loués à des vendeurs. Ce n'était qu'en payant le loyer du site que l'on pouvait y faire des affaires. Au moment où Ken s'apprêtait à partir, Oshin l'interpella soudainement. Elle lui demanda si le paiement de la redevance lui permettrait d'installer un étal à cet endroit. Ken lui assura que le paiement suffirait effectivement. Il s'avéra que son intérêt pour Oshin avait une raison. Oshin ressemblait beaucoup à sa défunte sœur. C'était peut-être cela, le lien entre les gens. Il apprit également à Oshin le salut secret du gang. Une fois qu'il connaîtrait le mot de passe, il serait beaucoup plus facile de traiter avec ce groupe. Reese nourrissait encore une certaine méfiance à l'égard de ces gens itinérants. Peu après, Oshin reçut un appel de Ken. Les permis pour les étals étaient prêts. Ce revirement inattendu incita Oshin à s'installer le soir même. Le résultat fut à la hauteur des attentes d'Oshin, les affaires décollèrent rapidement. Ces tissus, introuvables dans les magasins, remportèrent un immense succès auprès des clients. Beaucoup venaient de loin spécialement pour les acheter. Même le propriétaire d'un magasin de vêtements vint les chercher. Oshin vendit tout son stock en 10 jours. Cet épisode resta gravé dans la mémoire d'Oshin pour le reste de sa vie. À condition que les produits soient de bonne qualité et les prix bas, les affaires pouvaient prospérer même sans boutique. Cette aventure dans la vente ambulante donna à Oshin un avant-goût du succès commercial. Une fois son capital de départ assuré, elle projeta d'acheter plusieurs machines à coudre et de créer un atelier de confection de vêtements pour enfants. Cette fois, elle était déterminée à travailler aux côtés de Reese. Mais Reese n'avait guère confiance dans le commerce des vêtements pour enfants. Il n'osait pas prendre un tel risque et décida de continuer à travailler comme vendeur ailleurs. De cette façon, même si l'entreprise d'Oshin échouait, ils auraient toujours un toit au-dessus de leur tête. Mais lorsqu'il vit les échantillons réalisés par Oshin, son point de vue changea instantanément. Il calcula approximativement que chaque vêtement ne coûtait que 5 yens à produire, en ajoutant une marge bénéficiaire de 20%. Le prix s'élevait à un peu plus de 6 yens. La plupart des familles pouvaient se le permettre. Reese demanda à Oshin de créer 4 modèles, en réalisant 10 pièces de chaque style. Si tout était vendu en 10 jours, l'entreprise serait considérée comme un succès. À ce moment-là, Oshin éprouva une profonde admiration pour son mari. Quelques jours plus tard, la boutique de vêtements pour enfants ouvrit officiellement ses portes. Akiko et ses collègues prirent congé du café pour venir aider spécialement. Ce jour-là, Reese resta dans la boutique aux côtés d'Oshin pour accueillir les clients. Le majordome Wu descendit dans la rue pour distribuer des prospectus. Mais après une journée entière de travail, les résultats se révélèrent décevants. Seuls 2 costumes et une jupe trouvèrent preneur. Pour Oshin, cependant, les chiffres de vente importaient peu. Ce qui comptait, c'était que le couple travaille en harmonie vers un objectif commun. Oshin reconnaissait de plus en plus les qualités de Reese, et son affection pour lui s'approfondissait. 10 jours s'étaient écoulés depuis l'ouverture de la boutique pour enfants. Mais les affaires restaient moroses. Oshin n'avait plus vraiment envie de poursuivre l'aventure. Mais elle n'avait aucun regret. Elle avait fait de son mieux et renforcé le lien entre mari et femme. À cet égard, ses efforts avaient porté leurs fruits. Alors qu'Oshin envisageait d'abandonner le commerce de vêtements pour enfants, le magasin de vêtements Ono passa une commande. Les vêtements pour enfants de Tamura Trading, réputés pour leur qualité et leur prix abordable, répondaient parfaitement à la demande actuelle du marché. Reese décida de se ressaisir et de se lancer dans une grande entreprise. Mais Oshin hésitait à franchir un pas aussi audacieux. Une vie modeste et confortable était tout ce qu'elle désirait. En voyant Reese,
Désormais animé d'une ferveur irrationnelle, Oshin ressentit un profond malaise. Riz agit à la vitesse de l'éclair. Il acquit rapidement 3 machines à coudre et embaucha 4 couturières. Ce n'est qu'alors qu'Oshin réalisa que les femmes avaient leurs faiblesses. Avec des enfants, elles n'osaient pas faire de grands bonds en avant. Les hommes, en revanche, étaient tout le contraire. Les enfants ne faisaient qu'alimenter leur ambition d'accomplir de grandes choses. À vrai dire, lorsqu'un couple s'efforce ensemble d'atteindre un objectif commun, quel que soit le résultat, cela devient un trésor précieux dans la vie. Un an plus tard, Riz construisit un petit atelier dans le jardin derrière leur maison. Le nombre de machines à coudre était passé à 12. La Tamura Trading Company retrouva son dynamisme d'antan. Riz passait ses journées à négocier des contrats, fréquentant à nouveau les bars et les restaurants. Pendant ce temps, Oshin, qui approchait du terme de sa grossesse, se consacrait aux tâches ménagères et remplaçait parfois les employés absents. À mesure que la réputation de l'entreprise se rétablissait, les commandes augmentaient régulièrement. Riz ne pouvait plus contenir son désir d'accroître encore la production. Mais, limité par ses fonds, il lui était impossible d'ajouter des machines ou des locaux. Il décida de faire des heures supplémentaires aux ouvriers, en utilisant les heures du soir, ce qui doubla la capacité de production. Mais Oshin s'y opposa avec véhémence, car sa sœur aînée était morte d'épuisement dans une usine de dévidage de soie. Oshin nourrissait une haine profonde envers ces capitalistes sans scrupules. Pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent, Tamura Trading avait établi dès le départ une règle stricte: il était absolument interdit aux ouvriers de faire des heures supplémentaires. Pour Riz, qui avait toujours vécu dans l'aisance, les craintes d'Oshin étaient incompréhensibles. Le majordome Wu considérait également cela comme un mauvais présage. Plus on monte haut, plus la chute est dure. Riz, grisé par le succès, avait peut-être oublié les leçons tirées de ses échecs passés. Tamura Trading avait désormais accumulé suffisamment de profits. Persister dans une expansion imprudente ne pouvait que mener à la catastrophe. Les paroles du majordome Wu tirèrent Riz de sa rêverie. Il comprit soudain les sincères inquiétudes d'Oshin. Sans le choix qu'Oshin avait fait à l'époque, qui sait dans quelle misère il se trouverait aujourd'hui? Ce jour-là, un invité important arriva à l'improviste chez eux. La mère d'Oshin était soudainement venue à Tokyo. Cela faisait plus de 2 ans que la mère et la fille ne s'étaient pas vues depuis le décès du père. C'était la toute première visite de sa mère à Tokyo et sa première rencontre avec son gendre. Sur le point d'accoucher de son premier enfant, Oshin ressentit un sentiment inexplicable de sécurité face à la présence soudaine de sa mère. Fuji aussi avait l'impression de vivre un rêve. Elle n'aurait jamais imaginé pouvoir un jour s'asseoir avec sa fille pour discuter de choses et d'autres. Le jour même où le bébé devait naître, une employée fut soudainement prise d'une forte fièvre. Oshin, endurant les douleurs de l'accouchement, s'assit devant la machine à coudre. Elle remplaçait souvent les employés qui prenaient congé. Livrer les marchandises dans les délais prévus par le contrat était une question de réputation pour un commerçant. Un principe cher à Oshin. En fixant son regard sur l'aiguille, la douleur semblait s'atténuer considérablement. Ce n'est que quelques instants avant la naissance de l'enfant qu'Oshin posa son travail. La douleur de l'accouchement défie toute description. Mais avec sa mère à ses côtés, Oshin ne ressentait aucune crainte. Comme sa mère l'avait toujours dit, une femme enceinte n'est pas une patiente. Restez active pendant la grossesse pour soulager la douleur de l'accouchement. Ainsi, avant l'arrivée de la sage-femme, Oshin accoucha sans encombre. Désormais mère, le cœur d'Oshin débordait d'une joie infinie. Elle était fière de Riz, qui se révélait être un mari et un père digne de ce nom. Bientôt, des amis vinrent célébrer la naissance du fils d'Oshin. Ils avaient tous aidé Oshin de diverses manières auparavant. Ils comprenaient mieux que quiconque les épreuves qu'elle avait endurées à Tokyo. Oshin était particulièrement heureuse de les retrouver tous à cette occasion. Fuji écoutait en silence tandis qu'il parlait des épreuves que sa fille avait endurées. En voyant le couple travailler en harmonie, Fuji pouvait enfin rentrer chez elle l'esprit tranquille. Oshin voulait que sa mère reste à Tokyo et vive avec eux. Maintenant que leur situation s'était améliorée, sa mère n'avait plus besoin de rentrer chez elle pour souffrir. Mais pour Fuji, aussi pauvre que fût son ancienne maison, elle restait ses racines. Pour le bien de ses sœurs, Fuji était déterminé à s'y installer quoi qu'il arrive. L'idée de se séparer de sa mère fit bientôt à nouveau souffrir le cœur d'Oshin. Peu après le départ de Fuji, Kayo arriva de manière inattendue à Tokyo. Oshin savait que la célébration de la naissance de son enfant n'était qu'un prétexte. Très vite, Kayo révéla la vérité. Elle avait reçu des nouvelles concernant Katea. Riz insista pour qu'Oshin accompagne Kayo afin de rencontrer Katea. Si quelque chose devait arriver, Oshin était probablement la seule à pouvoir les arrêter. Mais Oshin ne souhaitait plus s'immiscer dans les sentiments de Kayo pour Katea. C'était elle qui avait caché où se trouvait Katea et persuadé Kayo de retourner à Sakata toutes ces années auparavant. Si c'était leur malheur, elle emportait la responsabilité. La date de la rencontre entre Kayo et Katea fut rapidement fixée. À ce moment-là, Oshin ressentit de la jalousie envers Kayo. Katea aurait dû l'épouser, mais Kayo le lui avait pris. À présent, Kayo était sur le point de renouer avec Katea, comme elle enviait Kayo pour son audace. Pendant ce temps, elle était devenue une épouse dévouée. Une femme prisonnière des tâches ménagères. Elle se sentait pitoyable et misérable. Le jour même où Kayo rencontra Katea, Katea apparut de manière inattendue devant Oshin. Cette rencontre imprévue la bouleversa profondément, la laissant momentanément sans voix. Pourtant, au cours de cette brève rencontre, Oshin ressentit intensément l'amour de Katea. Pour la première fois, Oshin prit conscience d'une forme d'amour différente, tout aussi douloureuse. De retour chez elle, Kayo s'enferma dans sa chambre,
refusant de voir qui que ce soit, bien qu'Oshin ne sache pas ce qui était arrivé à Kayo. Elle hésita, ne sachant pas comment l'aborder. Après une journée et une nuit de réflexion, Kayo trouva soudainement la clarté. Kayo décida de retourner à Sakata et de mettre un terme à sa relation avec Katea. Elle avait enfin compris une chose, dans le cœur de Katea. Il n'y avait de place que pour Oshin. Le but de leur rencontre n'avait été, pour Katea, que de prendre des nouvelles d'Oshin. Depuis le début, elle n'avait été qu'un substitut à Oshin. Pourtant, Kayo ne ressentait aucun regret. Au moins, elle avait aimé quelqu'un profondément. Si elle n'était pas venue à Tokyo cette fois-ci, elle aurait peut-être passé le reste de sa vie dans un tourment sans fin. Ce soir-là, Kayo retourna à Sakata le cœur libéré. Mais l'image douloureuse de sa silhouette s'éloignant resta à jamais gravée dans la mémoire d'Oshin. Ce n'est qu'en endurant des revers et en surmontant des épreuves que l'on peut véritablement mûrir. En réfléchissant à leur passé, Oshin et Riz se rendirent compte qu'ils avaient précisément suivi ce chemin. Elle décida donc de saisir à deux mains le bonheur qui s'offrait à elle. Riz emprunta de l'argent pour construire l'usine, investissant jusqu'au dernier centime qu'il avait gagné. Enfin, à la fin du mois d'août de cette année-là, l'atelier dont il rêvait depuis longtemps fut achevé. Le nouvel atelier améliora non seulement les conditions de travail, mais offrait également un espace de repos aux ouvriers. Tamura Trading prévoyait également d'inviter des instructeurs pour enseigner la cérémonie du thé et l'art floral aux ouvrières. Cela signifiait que les ouvrières pouvaient acquérir gratuitement des compétences utiles dans la vie après leur travail. Grâce aux efforts inlassables de Riz, la cérémonie d'inauguration de la nouvelle usine se déroula sans encombre. Comme prévu, pour Oshin et Riz, ce fut le plus beau jour de leur vie. Mais comme le dit le proverbe, la vie est pleine de rebondissements inattendus. Au milieu de la cérémonie, le bâtiment a commencé à trembler violemment. Oshin a soudainement entendu un bourdonnement dans ses oreilles, déconcerté par ce bouleversement soudain. À ce moment précis, toute la ville de Tokyo a tremblé. Les gens se sont précipités hors des bâtiments, fuyant vers des espaces ouverts pour s'abriter. Face à cette situation incertaine, Oshin, inquiète pour son enfant, a couru frénétiquement vers sa maison. Elle a réalisé que ce tremblement de terre pouvait être synonyme de catastrophe. Elle n'aurait pourtant jamais pu imaginer que la catastrophe frapperait si rapidement. Le majordome Wu protégea l'enfant de son propre corps, pour ne plus jamais se réveiller. Le tremblement de terre frappa à midi, alors que le repas était en cours de préparation, et s'accompagna d'incendies violents qui se propagèrent sans relâche. Riz n'eut pas le temps de récupérer le corps du majordome Wu, préférant fuir avec sa femme et son enfant. Au milieu de la foule en fuite, Oshin craignait de perdre Riz. Elle priait pour que ce ne soit qu'un cauchemar, car la scène qui se déroulait devant elle ne ressemblait pas au monde, mais à l'enfer lui-même. Des flammes sans fin avaient transformé toute la ville en un brasier infernal, laissant d'innombrables personnes sans abri. Plus de 400 000 personnes cherchèrent refuge dans le parc à ce moment-là. Oshin et sa famille de 3 personnes dormirent également là, à la Belle Étoile. Ce n'est que 3 jours plus tard que les incendies dans la ville s'éteignirent progressivement. Dans cette catastrophe, Riz perdit tout en un instant. Sa maison avait disparu. L'usine qu'il avait mis toute sa vie à construire avait disparu. Même le corps du majordome Wu avait été réduit en cendres dans les flammes. Les morts avaient disparu, mais les vivants devaient continuer à vivre. L'usine que Riz avait mis tant de temps à construire n'avait pas produit un seul vêtement avant d'être réduite en cendres. Ce fut sans aucun doute un coup terrible. Riz semblait désormais complètement brisé. En observant son état de confusion et de découragement, Oshin prit peu à peu conscience de leur situation désespérée. Riz décida de retourner dans sa maison ancestrale à Saga. Mais sa belle-mère à Saga refusait toujours de reconnaître Oshin comme sa belle-fille. Oshin, qui ne craignait pas les difficultés, voulait absolument rester à Tokyo pour repartir de zéro. Cela se comprenait, mais Riz, lui, était à bout de force. Il était déterminé à ramener leur fils à Saga. Si Oshin refusait, ils devraient se séparer. Alors que le couple était sur le point de se séparer amèrement à cause de cette question, la mère d'Oshin arriva à nouveau à Tokyo. Fuji, inquiète pour le bien-être de sa fille, vint immédiatement. Apprenant la situation difficile d'Oshin, Kayo envoya des serviteurs avec des provisions essentielles. Concernant la décision de Riz de retourner à Saga, la position d'Oshin était ferme. Elle s'était préparée à rester seule à Tokyo. En entendant cela, sa mère la gifla. Riz était désormais complètement épuisé. Son désir de retourner à Saga méritait la compréhension d'Oshin. Fuji avait envisagé de les ramener dans leur ville natale, mais la vie était tout aussi difficile. Sa mère exhorta Oshin à endurer la situation pour le bien de l'enfant de Riz. Quoi qu'il arrive, pour Oshin, retourner à Saga était désormais la seule solution. Avant de quitter Tokyo, sa mère exhorta Oshin à persévérer une fois de retour à Saga. Ce jour-là, Riz et Oshin montèrent à bord d'un navire militaire préparé pour les réfugiés et quittèrent le port de Tokyo. Oshin trouvait Saga si loin, le voyage si long et fastidieux. Ils arrivèrent enfin devant la porte de la maison des Tamura. Mais elle se trouva incapable de franchir le seuil. Pour Riz, c'était la maison dont il avait rêvé jour et nuit. Mais pour Oshin, c'était un endroit qui lui était totalement étranger. Oshin se sentit inexplicablement faible. L'idée d'une nouvelle vie commençant entre ses murs faisait battre son cœur de manière incontrôlable. Bien que Riz fût le 3e fils, la maison Tamura était désormais dirigée par son frère aîné, Yoshino. Lorsque Riz était parti à Tokyo pour faire du commerce, la famille lui avait donné jusqu'au dernier centime des actifs de l'association des marchands dans la capitale. Désormais sans le sou, Yoshino avait clairement énoncé sa position dès le départ. Il pouvait résider dans la maison, mais tout espoir d'hériter des actifs était totalement impossible. Sur ce point,
Les parents de Riz ne pouvaient que se résigner. Après tout, avec le fils aîné à la tête du foyer, ils n'avaient que peu d'influence. Ainsi, la famille Riz se vit attribuer une chambre sombre et humide. Mais il s'était enfin installé à Saga. De retour auprès de ses parents, Riz ressentit soudain un sentiment de soulagement sans précédent. À l'époque, son beau-père leur avait secrètement donné de l'argent pour acheter un terrain. À présent, l'usine avait disparu et le majordome Wu avait connu le malheur. Oshin avait le sentiment d'avoir failli aux bonnes intentions de son beau-père. Pourtant, celui-ci ne lui en voulait pas le moins du monde. Le majordome Wu avait vu de ses propres yeux la nouvelle usine achevée. Il avait vu les enfants grandir et devenir forts et en bonne santé. C'était là son plus grand souhait. Il pensait que le majordome Wu était décédé au sommet de son bonheur. Le beau-père exhorta Oshin à ne pas se décourager. Riz et elle avaient déjà remporté un succès remarquable. Sans cette catastrophe, on pourrait dire que leur travail était presque terminé. Pour donner un peu de répit à Oshin, Riz se porta volontaire pour laver lui-même les couches du bébé. Sa mère lui arracha cette tâche des mains. Un homme adulte qui lave des couches s'exposerait au ridicule. Le lendemain, Oshin n'eut d'autre choix que de porter l'enfant et de travailler dans les champs aux côtés de Riz. Ceux qui étaient restés devaient gagner leur vie de leurs propres mains. De plus, Oshin n'était même pas autorisé à s'asseoir à table pour les repas, comme le voulait la tradition à l'époque. Les femmes de la maison ne pouvaient manger qu'après les hommes. Bien que la famille vivait sous le même toit, les frères restaient strictement séparés. Ils utilisaient même leur propre savon. Pourtant, l'argent que leur donnait la belle-mère de Riz couvrait à peine la nourriture. Même laver les couches de son fils était donc devenu une épreuve pour Oshin. Parmi les pauvres, il semblait exister une affinité naturelle. Takeo, le travailleur agricole de longue date de la famille, travaillait aux côtés de Riz à la remise en état des terres. La femme de Takeo, Riko, était également une personne au grand cœur. Apprenant qu'Oshin amenait son enfant au travail, Riko lui avait spécialement tissé un panier en bambou. En voyant son visage doux, Oshin se sentit chanceuse de l'avoir rencontré ici. 1 heure avant le déjeuner, l'estomac de Riz se mit à gargouiller. N'ayant jamais travaillé dans les champs auparavant, il était complètement épuisé dès le milieu de la matinée. Pour comble de malheur, le déjeuner se composait d'une seule boulette de riz par personne. Oshin expliqua que la belle-sœur aînée s'occupait de la cuisine et que c'était tout ce qu'il recevait. La veille, Riz s'était réjoui de leur retour à Saga. Mais maintenant, il était abasourdi. Maman a dit que vous étiez des invités ici. Un simple repas suffit. Votre frère aîné a ses propres difficultés. Nous devons lui laisser un peu de dignité. De toute évidence, ces paroles de la belle-mère étaient destinées à Oshin. En un clin d'œil, Riz reçut l'attention particulière de sa mère. Riz insista pour le ramener afin de le partager avec Oshin. Oshin travaillait autant que son mari. De plus, elle devait s'occuper de son propre fils. La belle-mère pensait qu'une belle-fille ne devait jamais se plaindre de la faim à son mari, même si elle était vraiment affamée. Elle ne devait pas le dire. Ce n'est qu'en souriant et en donnant sa part à son mari qu'elle pouvait remplir son devoir d'épouse. Les paroles de la belle-mère laissèrent Oshin avec un pincement au cœur. À partir de ce jour, le fossé entre la belle-mère et la belle-fille ne fit que se creuser. Soudain, Oshin eut une idée, elle irait au village pour coiffer les gens. De cette façon, elle pourrait gagner un peu d'argent de poche. Car dans cette maison, elle ne pouvait même pas se permettre d'acheter du savon pour laver les couches de son fils. De toute évidence, Riz restait totalement inconscient de leur situation difficile. Il allait voir sa mère pour lui demander de l'argent comme si c'était son droit. Et cette fois, ses actions mirent Oshin dans une situation très difficile.